Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. Nous sommes en direct comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10 heures. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire de deux manières, soit financièrement, en crypto, en euros, via les liens que vous trouverez dans la description. Ça m'aide énormément à continuer à inviter qui je veux, quand je veux, pendant les durées que je veux, pour parler de ce que je veux. Et si financièrement c'est compliqué, c'est pas grave du tout. Vous pouvez simplement liker la vidéo, vous abonner ou activer la cloche. C'est gratuit, ça prend une seconde, mais ça change tout pour le développement de l'émission, son référencement, etc. Donc, merci encore une fois à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à commenter pendant l'émission, pendant le live, si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, on est en direct pour cela. Merci évidemment à toutes celles et ceux qui sont avec nous chaque matin. On va maintenant parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient depuis plus de 2 ans maintenant. Alors Alira, qu'est-ce que c'est? C'est la première école blockchain de France qui a formé plus de 2500 personnes au métier de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et comme les parcours sont certifiants et éligibles au financement public, donc CPF, France Travail, les aides de la région, etc., vous pouvez littéralement suivre une formation complète sans sortir 1 euro de votre, 1 euro de votre poche. Pardon. Donc, il propose plusieurs modules, un module consulting blockchain, un module développement blockchain, et puis sur la partie IA, pareil, un module plutôt pour du consulting et un module pour du développement. Ils ont également lancé 2 formations totalement gratuites de 4 heures chacune, une sur la partie crypto et une sur la partie IA. Je vous invite à vous rendre sur le site grâce au lien que vous trouverez dans la description. Je vous mets également ça dans les commentaires, d'utiliser le code GRM100 pour prendre rendez-vous et bien, envisager votre future formation. Grâce au lien d'affilié, vous avez 100 euros de remise sur toutes les formations. Donc, le code, c'est GRM100. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous et commencez votre prochaine formation. Hop, je vous mets ça dans les commentaires. N'hésitez pas. J'en profite évidemment pour faire un petit coucou aux fidèles de l'émission qui sont là avec moi tous les matins depuis des mois et des mois, voire des années. Salut Totov, salut Odile, salut Fruit de la Passion. Voilà, ils ont des noms que j'adore prononcer pour ceux qui ne sont pas dans la partie, c'est toujours très amusant. Alors aujourd'hui, je vais recevoir Lilian Aliaga qui est cofondateur de Hawk Research, chroniqueur sur BFM Business. Il est passé par Cryptost. Et puis, ce qui va être intéressant, ça va être de s'intéresser à son profil, puisqu'il a quitté un poste d'ingénieur, on va dire, bon sous tout rapport, pour se lancer en full-time crypto. Une expérience intense, parfois risquée sans doute, qu'il va nous partager. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, du CTFR, on parlera du rôle des médias, on parlera DeFi, puisque c'est un sujet qui le passionne. On parlera évidemment d'Hyperliquid, de Ethena, on parlera d'Aster, on parlera d'entrepreneuriat, bref, on parlera de plein de sujets évidemment. Je pense que vous allez apprécier cet entretien et si c'est le cas, une dernière fois, je vous invite évidemment à le partager. C'est important. D'ailleurs, eh bien, je l'attends dans le salon. Ah, ça y est, c'est bon. Je ne le voyais pas. Salut, mon Lilian. Ah, voilà, ça Ok, fonctionne. parfait. Salut, toi, ça va? Bah ça va et toi? Bah ouais, ça va très bien. Très content. Bon Tu seras désolé, là hein. Non, t'inquiète. C'était juste une question de navigateur. Ah bah voilà. Tu seras là à Crypto Tour, tiens? Normalement on est là, ouais. Ah, super. Quand tu dis on, tu parles de Artem, de Hawk, tu Avec Hawk Metaverse. Research, mais avec Artem. Ok, excellent. Et à Crypto XR aussi, certainement en janvier. Oui, 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 comme tous les ans. Ok, super. Non, mais ça aussi, évidemment, on recevra Maxime bientôt dans l'émission. Ouais, on va faire gagner une place pour Crypto Tour vendredi. Donc,
Donc voilà, bon, c'est pas cher, hein, puis franchement, c'est organisé par une asso étudiante. Donc les gars, faites un effort et payez votre billet. Mais on va offrir un ticket vendredi pendant l'émission. Je sais pas comment encore, mais oui, ouais, il y aura un ticket à gagner. Alors, mon Lilian, je me suis rendu compte il y a quelques semaines que je t'avais jamais interviewé. Et ça, c'était pas possible. Donc, je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, frérot, tu vas passer dans l'émission. Et pas juste une demi-heure pour faire une chronique. Et donc, Ouais, on a c'est vrai. organisé ça. Et donc, je suis très heureux de te recevoir. L'idée, comme à chaque fois, bien sûr, c'est par le prisme de tes expériences, de ton parcours, d'essayer d'extraire le maximum de toi. Parce que ceux qui nous écoutent, eh bien, ils savent, pour certains en tout cas, ce que tu produis, ce que tu crées, ce que tu builds, mais ils ne savent pas forcément ce par quoi tu es passé. Et moi, ça fait partie de mes passions, c'est de partager la vie, les parcours, les risques, les échecs, les réussites des entrepreneurs qui façonnent le Web3 et la tech en général. Et donc, évidemment, c'était important pour moi de te recevoir. Ouais, Alors, merci beaucoup d'ailleurs. Parce que c'est vrai que je suis déjà passé quand même plusieurs fois sur ce live, mais on n'avait jamais fait ce format, donc je suis content de le faire aujourd'hui. mais oui, c'est important. Alors, je répète à ceux qui nous écoutent, bien sûr, on est en live. Donc, voilà, si vous avez des questions pour Lilian, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, je ne les pose pas immédiatement, hein, je les garde pour après, parce que je ne veux pas non plus déconstruire l'interview. Mais n'hésitez pas à les poser. Et dès que c'est le bon moment, je les relais immédiatement. Pareil, si vous souhaitez réagir ou rebondir sur ce qu'on se dit, n'hésitez pas, c'est interactif. Alors Lilian, d'abord, petite question que j'aime bien poser à mes invités toujours, c'était qui le petit Lilian? C'était quel type, mais ouais, c'était quel type d'enfant ou d'ado un peu plus tard? Est-ce que tu étais plutôt, je sais pas moi, un geek? Est-ce que tu étais plutôt un bidouilleur de bécane? Est-ce que tu commençais déjà à faire de l'achat-revente sur les sites? Ouais, ou plutôt au contraire un mec hyper dans les études? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi le petit Lilian? Ça, je crois que j'ai pas d'anecdote exceptionnelle à te raconter. Je sais qu'il y a certains qui passent qui ont des anecdotes de fous sur. Non, mais c'est même pas une question d'anecdote, est-ce que tu étais plutôt introverti et qu'au contraire, tu étais. C'est surtout ça. Après, les anecdotes, on va les Ouais. trouver, t'inquiète pas, hein. Non, en vrai, vraiment, de base, c'était parcours classique, hein. J'étais plutôt bon à l'école, je faisais surtout ça, beaucoup de sport, du foot et cetera. Puis voilà quoi, enfance classique, un peu geek, j'ai pas mal geeké à Dofus, et cetera quoi et surtout bon à l'école puisque, bah, de toute façon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'avais le parcours ingénieur classique, voilà, toujours que dans les premiers de la classe, mais en même temps, je faisais pas grand-chose à l'école, je passais plus mon temps à me taper des barres avec mes potes et voilà quoi. Donc ouais, je pense que le parcours le plus classique possible, qui te mène vers une école d'ingé et qui te mène pas forcément à finir par, monter une boîte et à bosser dans les cryptos, tu vois? Ouais, bah, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir le cheminement. Tu nous parlais de sport. C'est quoi? Je crois que tu fais du foot, Ouais. un peu de running aussi. Tu arrives à continuer aujourd'hui avec ton rythme à maintenir encore une activité physique ou ça devient compliqué? Bah, écoute, avec l'école d'ingé et le début du taf, j'avais un peu arrêté, notamment le foot, j'ai arrêté, quand je suis arrivé en école d'ingé alors que j'en ai fait toute ma vie. J'avais arrêté un peu le sport et puis avec le lancement des boîtes, avec, même tout mon passage chez Cryptost avant, bah, en fait, tu es, complètement, happé par, le taf, par l'écosystème. Tu as envie vraiment de te donner à fond et donc j'avais un peu mis de côté le sport et depuis quelque temps et cette année, notamment, avec Artem, on s'était dit: «Bon, c'est bien de bosser à fond, mais en même temps, il faut qu'on arrive à se remettre, le pied à l'étrier, et à reprendre le sport» et on s'est donné un peu cet objectif-là en 2025, avec Artem. Pour lui, vous l'avez déjà vu peut-être, je pense qu'il a perdu pas mal de poids, il a pas mal réussi là-dedans et moi, du coup, j'ai repris, la course à pied. Bah, d'ailleurs, je faisais, un trail, pour la première fois il y a quelques semaines à peine et j'ai repris aussi une licence de foot donc voilà, je pense que c'est, pas mal important quand même de continuer le sport en parallèle du taf et franchement, ça fait vraiment du bien. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, plutôt que de passer, 12 heures par jour derrière l'ordi et jamais sortir de chez soi, je pense que c'est ultra nécessaire. Ouais. Donc ouais, j'ai repris cette année. OK et alors justement, si on revient sur ton parcours, un peu tracé, un peu, classique, bon élève à l'école, école d'ingé et cetera,
C'était quoi le contexte? C'était dans ta famille, il fallait faire des études, c'était la voie royale, ou c'était toi, tu avais envie d'être l'ingénieur de demain, mais tu te voyais comment dans une boîte en tant que salarié? Tu avais déjà à ce moment-là des velléités d'entrepreneuriat? Là encore, Ouais. c'était quoi c'était quoi le raisonnement de Lilian, le jeune bachelor ou l'étudiant? Non, bah, en fait, justement, c'est un peu ce truc-là. Je sais que mes parents m'ont toujours dit: «Il faut, absolument bosser à l'école, avoir des bonnes notes, c'est important pour faire ce que tu as envie de faire plus tard». Sauf que le problème, c'était que, bah, justement, je savais pas du tout, ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai suivi la voie classique. C'est vraiment pour ça que je te disais ça au début, c'est que, bah, tu es bon, tu apprécies les maths, tu apprécies, la physique, tu es plutôt bon, bah, tu fais un bac S. Après le bac S, c'était, tu avais plusieurs options, mais pour moi, ça a été, tu sais, prépa, maths sup, maths spé, donc je suis allé en prépa. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des gars qui étaient, tellement plus préparés que nous, qui connaissaient déjà toutes les écoles, les concours pour y accéder. Moi, je débarquais dans un monde que je connaissais pas T'es et à j'ai la trouvé base, tu viens d'une grande ville, tu viens d'un village? non, 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 je viens vraiment de la campagne, très petite ville, la plus grande ville de mon département, c'est, Laval, en Mayenne. Il y a quoi, 35 000 habitants, donc c'est vraiment un petit département. J'étais dans une petite ville et donc un peu à l'écart de tous ces trucs de, on t'apprend à, ouais, viser haut, tu plein de nous, on n'avait pas beaucoup d'exemples de personnes qui s'en étaient vraiment sorties dans l'entrepreneuriat ou quoi, donc c'était vraiment purement parcours, classique et quand je suis arrivé en école d'ingé, bah, j'ai tracé mon chemin, et j'ai juste suivi en fait, là où ça m'amenait, quoi. Et quand j'ai commencé à taffer, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ça me plaisait pas forcément. Au fond de moi, j'avais toujours eu un peu ce truc de, heu, je savais que j'avais envie de faire des trucs cool. J'avais juste envie de faire, en fait, ce qui me plaisait, et donc ça a toujours été un peu comme ça, sur un coup de tête. Je me dis: «OK, ça me plaît, bah, j'y vais». Pendant mes études, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire, 6 mois, au Vietnam parce que, j'ai vu une conf d'un gars qui disait que c'était sympa le Vietnam. Bam, je suis parti 6 mois d'échange là-bas. Quand j'ai commencé mon taf à Toulouse, puisque mon école était là-bas, au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, ça me fait chier Toulouse, j'ai envie de partir à Paris». Le lendemain, je suis allé voir mon boss, je lui ai dit: «Est-ce que je peux aller partir à Paris?» Il m'a dit: «Oui». Et bref, j'ai toujours fait un peu ça sur un coup de tête, mais en même temps, j'ai jamais, trop apprécié le taf dans lequel j'étais, le fait d'être, ouais, salarié, d'avoir des horaires, trop fixes, de devoir, faire 1 heure de transport pour aller au taf, pour un boulot qui était certes intéressant, mais qui me stimulait pas plus que ça. Et donc forcément, quand j'ai eu l'opportunité, enfin, quand j'ai vu que ça se passait plutôt bien avec Cryptost et que, bah, à Paris, mon taf, ça m'embêtait au bout de 2 semaines Va pas trop vite, avoir bougé, ouais, j'ai arrêté, quoi. va pas trop vite parce qu'effectivement, après tes études, tu bosses, chez, Veolia, Vinci, en tant qu'ingénieur. Ouais. Tu faisais quoi, exactement? Modélisation hydraulique, recherche CFD et cetera? Moi, je comprends rien à tout ça, mais non, mais c'est intéressant. Enfin, concrètement, tu faisais quoi dans ces boîtes-là? Et parle-nous justement de cette routine métro boulot dodo. Parce que, en fait, si ça m'intéresse, évidemment, au-delà de ton parcours, c'est aussi ceux qui nous écoutent, tu vois, qui ont peut-être aussi un boulot un peu normal, un peu classique, un peu standard, et qui aimeraient bien peut-être demain se lancer dans la crypto ou même dans d'autres secteurs peut-être plus amusants, et de voir le parcours et les prises de risque, de quitter voilà, un salaire à 2005, peut-être 3000 ou 3005, j'en sais rien, stable, une évolution déjà tracée. Et comment est-ce qu'on sort de ça? Ben déjà, tu faisais quoi dans ces grosses boîtes, donc Veolia, Vinci? Ouais, bah, en fait, déjà, il faut mon diplôme d'école d'ingé, c'est, hydraulique mécanique des fluides. Donc c'est vraiment de la physique, c'est de la physique avancée. J'avais fait un master en plus, bah, quand j'étais au Vietnam, justement, en océanographie. Donc bref, c'était censé me mener vers plutôt faire de la recherche, dans ces domaines-là, ce qui était vraiment ultra intéressant. Franchement, c'était passionnant, et pour le coup, je pense que j'aurais pu, plus m'épanouir dans la partie océanographie, faire de la recherche, être au bord de la mer, aller, étudier des cas vraiment très intéressants. Mais malheureusement, ça demandait, bah, d'aller, au bord de mer. Donc c'était en France, soit Brest, soit Toulon, chose que j'avais pas envie de faire. J'ai envie de rester à Toulouse avec mes potes, et donc je suis revenu à Toulouse et j'ai pris un taf dans un domaine qui était pas du tout mon domaine d'études, et c'était plus, ce qu'on appelait ingénieur d'affaires. Donc en fait, chez Vinci, c'était,
On a des entreprises, on a des contrats avec des clients, et il faut gérer ces contrats-là, donc gérer des gars qui sont sur le terrain, qui font de la maintenance, et ainsi de suite. Donc c'était ouais, ingénieur d'affaires, on va dire, gestion d'affaires, etc. C'était intéressant, ça m'a appris quelques trucs, mais en fait, je me suis rendu compte que, bon, déjà, comme je te disais, le format, ouais, tu te réveilles le matin, tu dois arriver à une certaine heure, tu as un peu un truc corpo où tu dois respecter des règles, la hiérarchie, ainsi de suite. Et je voyais déjà que, enfin, c'était quand même un moule un peu atypique. Les gens visaient tous de progresser pour devenir chef d'entreprise, puis faire autre chose, etc. Et moi, j'en avais rien à foutre, en fait. Franchement, ça m'excitait pas forcément de me dire: «Dans 5 ans, je suis ça, dans 10 ans, je suis ça, et j'aurai un salaire à peu près correct». Ouais, ce truc-là corpo me plaisait pas forcément, et j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie générale de on veut tous faire ça, mais en même temps, on se déteste tous un peu, on n'aime pas trop ce qu'on fait. Enfin bref, il y avait rien qui me stimulait particulièrement là-dedans, donc mais en fait, tant que tu y es, tu le vois pas forcément parce que, bah, c'est comme ça. Tu sais que tu as quand même de la chance d'avoir un CDI qui est relativement bien payé, une carrière qui est, quasiment toute tracée, où tu sais que dans quelques années, tu seras vraiment bien payé, tu auras un vrai bon poste, et ainsi de suite. Donc quand tu y es, tu t'en rends pas forcément compte. C'est plus quand à un moment, en fait, je m'ennuyais un peu dans tout ça, j'avais pas mal de temps libre, et je me suis dit: «OK, je vais essayer d'écrire», parce que j'ai toujours aimé écrire, et c'est comme ça un peu que j'ai ouvert la brèche Cryptost. Et c'est en faisant ça que je me suis dit: «En fait, tu as d'autres possibilités. Tu peux aussi gagner ta vie en faisant autre chose, des trucs qui te plaisent plus, qui te permettent d'être plus libre dans ton activité, où c'est toi qui décides de ce que tu fais». Heu et heu et pour le coup, comme je te disais tout à l'heure, moi, genre, des fois, je me dis: «OK, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il y a pas de raison que j'y arrive pas. Il faut juste se donner le temps». J'ai plein de projets en tête qui concernent pas les cryptos et qui concernent pas Oak Research, et où je sais qu'un jour ou l'autre, je m'y mettrai parce que je me dirais que le timing est bon, j'ai eu les contacts nécessaires, et je me lancerai dedans. Mais pour le coup, ouais, je me dis jamais, ça c'est impossible, je peux pas le faire. Donc, Mmh. typiquement, quand j'ai eu cette opportunité-là avec crypto, je me suis dit: «Bah, il y a aucune raison que ça ne se passe pas bien, donc go». Et ça m'a permis en fait un peu de sortir de ce schéma-là, et ouais, de quitter ce monde trop corpo, qui me plaisait pas forcément. Mmh. Alors justement, c'est à quelle occasion, que tu es pour la première fois, confronté aux cryptos, à la blockchain, à Bitcoin? Je ne sais pas par quelle porte, tu es, rentré, mais c'est quand la 1re fois que le sujet, Ouais. te concerne? Alors la première fois, c'est pas la c'est très longtemps avant que je m'y intéresse vraiment. J'ai un souvenir qui est assez marrant, c'est que quand on était en prépa, on avait donc c'était en 2000, j'étais en prépa en 2014, 1re année de prépa, et j'ai un pote qui me dit, on était en internat et tout, il me dit: «Ouais, ouais, j'ai acheté du bitcoin», et ainsi de suite. Et nous, on le regarde, on se dit: «Bon, de quoi tu nous parles?» Nous, on était focus sur, ouais, faire des maths, résoudre des exos de maths jusqu'à pas d'heure, et s'il y avait que ça qui nous faisait vibrer. Et quand le mec, il vient, il nous raconte son truc de bitcoin, ça a pris tant de pourcents, et cetera. Je me dis: «Bon, de quoi tu parles?» Et puis bon, il adopte pas forcément l'approche la plus, intéressante pour nous. Il nous dit juste: «Voilà, j'ai fait de l'argent», et nous, on avait rien à foutre à ce moment-là. Et puis, il s'avère que, ce gars était quand même parmi les plus brillants de ma promo, et au bout de 3 mois, je crois, on arrête de le voir, genre on va dans sa chambre à l'internat, il est verrouillé, on le voit plus, il vient plus en cours et tout, et le mec part en fait en maxi dépression, et donc du coup, là, je Il faut découvre pour la rappeler, première fois que, bah, il s'est pris un bear market dans la tronche, quoi. Il a il faut investi rappeler au qu'en 2014, Bitcoin, il passe de environ, hein, 1 000 à, 300 dans l'année. Ouais, en Le fait, il prix il prend, est divisé par 3 de ouais. janvier à décembre, quoi, juste pour remettre du contexte. C'est ça, et en fait, je pense que lui, il le prend en plein dans la tronche, du coup, puisque donc je rentre moi en prépa en septembre 2013. Donc je sais pas, vous regarderez les prix, j'ai même pas regardé depuis, mais ça doit plus ou moins correspondre. Il nous en parle dans ces eaux-là, et en fait, milieu d'année 2014, le gars disparaît, il part en dépression, Ouais. et donc je me rends compte a posteriori
que il se prend un bear market dans la tronche, ce qui fait que bon voilà, j'avais pas L'histoire forcément. MTGOX, en fait, à ce moment-là. C'est ça le truc, c'est que tu es en plein milieu de la chute, enfin la faillite de MTGOX, c'est en février 2014. Voilà, bah, c'est ça et je pense que c'est d'ailleurs, probablement ce qui lui est arrivé et donc bon, ça me laisse pas forcément une très bonne image, de tout M'étonne. ça. Surtout quand je vois que le gars a quand même, enfin ça lui a quand même vraiment ruiné sa scolarité. C'était un élève brillant, il est parti en dépression, il a tout lâché et cetera donc bon. Et donc bref, j'arrive en école d'ingé, 2 ans plus tard et j'ai un pote, qui est d'ailleurs une connaissance en commun avec, Capet, que j'aurais pas du tout estimé qu'ils se connaissaient de base, mais ouais, c'est un pote à moi qui me parle de ça. C'était donc en 2017 et à ce moment-là, bon, on n'a pas, je suis étudiant, j'ai pas d'argent à placer et puis surtout, bah, on est un peu focus sur d'autres choses que investir son argent et s'intéresser à ça. J'étais plus sur, faire la fête et décompresser après 2 années de prépa d'enfer. Donc ouais, mais en tout cas, lui, il m'en reparle et je comprends qu'il y a quand même un truc vraiment intéressant et tout. Et le vrai moment où je m'y intéresse à fond cette fois-ci, c'est pendant le confinement, premier confinement, où là, je savais qu'il y avait des sujets intéressants à suivre. Et en gros, premier confinement, j'ai rien à faire. Et je me dis, bon, bah ok, essaye d'utiliser tout ce temps-là pour apprendre des nouvelles choses. Et donc, j'avais ce côté, ok, il faut que j'apprenne des choses sur la finance, il faut que j'apprenne des choses sur Bitcoin, puisque je l'avais un peu dans le coin de la tête. Donc, je l'ai repris, j'ai acheté des bouquins, j'ai commencé à lire des trucs dessus et je me suis rendu compte que c'était trop intéressant. Donc, j'ai commencé à mettre un peu d'argent, j'en ai parlé avec mes potes, j'ai converti quelques potes là-dedans et on est parti ouais, en début 2020 là-dessus. Enfin, ouais, mi-2020. Ton pote, il est devenu quoi, tu sais? Bah, malheureusement, on a complètement perdu sa trace, comme je te dis, genre il a fait une dépression, un jour on est arrivé dans l'internat, il était plus là, quoi. Il s'était barré, on n'a jamais eu de nouvelles de sa part, je sais absolument pas ce qu'il est devenu. Ok. Oh, il est arrivé, il a disparu, si ça se trouve, il a réussi à remettre la main sur ses bitcoins et il s'est refait, mais Ouais. enfin je lui souhaite en tout cas parce que bon, il a vraiment pas Ouais. eu de chance. Ouais, c'est vrai que c'est pas de bol, quoi. OK. Ouais, donc le Covid, c'est vrai que c'est un turning point, hein, pour le coup, pour la crypto, pour beaucoup, d'entre eux, enfin pas moi, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, puisqu'à un moment donné, on a eu du temps, heu Ouais, et pendant ce temps-là, bah, heu, on a pu, se pencher sur des choses qu'on remettait à plus tard et les cryptos et Bitcoin, ça a été, l'un des sujets. D'ailleurs, ça a auguré, hein, le bull run de 2021. Pour autant, au moment où, enfin en mars, hein, 2020, Bitcoin tape un niveau très bas. Quand on annonce entre guillemets une crise mondiale sanitaire, Bitcoin tombe à 3000, 3005, hein, grosso modo, et ensuite il ne fera que monter jusque, mmh, je crois, 60, 67, 69. 67, 68, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ceux qui ont profité de cette montée-là, évidemment, sont contents. Bon, après, on a eu le bear où il est redescendu, mais à 15 000, je crois. Enfin, ça prouve voilà, la Ouais. volatilité, hein, de cet actif. Et donc, toi, ça a trotté dans un coin de ta tête et tu décides de te lancer. C'est à ce moment-là où tu commences à rédiger pour Cryptost ou pas? Ouais, quasiment. En gros, donc je prends mon premier boulot, bon chez Vinci comme je disais tout à l'heure, en janvier 2020. Le covid doit arriver quelques semaines plus tard, donc j'ai vraiment aucun taf. Je suis mis en chômage partiel ou technique, je sais plus comment on appelait ça. Donc vraiment, je passe, 3 mois à poncer les sujets et comme je t'ai dit, j'ai, un peu, parlé de ça à des potes, qui se sont dit: «OK, c'est intéressant, mais on comprend pas forcément» et vu que moi, je m'étais pas mal renseigné et que dans tous les cas, il y avait en fait, j'ai toujours apprécié, faire passer les infos. D'ailleurs, quand je faisais prépa de base, au lieu de faire école d'ingé, je voulais faire, heu, XENS. Bon, évidemment, je l'ai jamais eu, au concours, mais pour devenir, prof ou quoi que ce soit. Ça a toujours été un truc où je me suis dit: «OK, je me vois bien être prof». Donc j'ai toujours eu cette appétence-là pour, faire passer, enfin, expliquer des choses qui m'intéressent à d'autres personnes. Donc quand mes potes me disent: «Bah, on comprend pas trop, mais en même temps, ça nous intéresse», on s'était fait une proposition qui était, bah, chaque semaine, genre quelqu'un vient essayer d'expliquer une notion aux autres, présenter quelque chose. Donc on a commencé comme ça a tenu, 1 semaine
Et finalement, en fait, j'étais le seul à le faire parce que ça me plaisait. Donc, j'avais rédigé des trucs et je me suis dit, OK, ça me plaît finalement de rédiger. Donc, comme je te disais, j'ai vu que il y avait potentiellement une opportunité. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu que, les médias que je suivais à l'époque, c'était surtout Cryptost, et un peu Journal du Coin et je me suis dit: je vais leur envoyer un message». Donc on était en septembre, 2020. Je me dis: «Je vais leur envoyer un message et voir s'ils cherchent pas des rédacteurs ou quoi que ce soit. Peut-être que ça peut compléter un peu le salaire» et puis voilà, dans tous les cas, j'apprécie ça et pourquoi pas. Et donc j'ai eu une réponse, quasi, instantanée de, Robin, donc l'un des cofondateurs de Cryptost. Et même si j'avais pas énormément d'expérience du coup à ce moment-là, derrière moi, on a quand même enfin ils m'ont quand même fait confiance là-dessus. Mais ouais, c'était, du coup, aux alent enfin fin 2020, dans ces eaux-là. Et tu as toujours eu, soit un don, soit, une appétence pour écrire justement? Tu avais déjà écrit d'autres trucs avant, je sais pas, pour un journal étudiant, ou pour autre Non, chose? Ou non, vraiment, c'est ça qui t'a donné envie de mettre sur papier, non, mais l'article? c'est un peu le seul truc que je garde, un des seuls trucs que je garde de ma prépa, parce que bon, en réalité, dans ma formation, il y a vraiment eu beaucoup la prépa qui a été importante. L'école d'ingé, c'était quand même pas, forcément exceptionnel, ça se déroulait assez facilement. Il y avait pas forcément besoin de beaucoup travailler. La prépa, par contre, c'était, un mur après le lycée et ça demandait quand même énormément de travail, et ça m'a forgé sur 2 aspects. C'est, la capacité d'analyse, donc c'est-à-dire que, tu as besoin rapidement de comprendre de quoi ça parle, de connecter avec d'autres notions que tu as déjà vues en cours ou que tu connais, pour produire une analyse rapide. Donc ça me sert évidemment tous les jours et aussi, la capacité de synthèse et de rédaction. Parce que même si on faisait des maths, quand on faisait des maths, on rendait une copie où tu devais rédiger, expliquer ce que tu voulais faire passer comme information, expliquer ton raisonnement avec des mots, des phrases, et pas forcément qu'avec des chiffres. Le niveau qu'on avait en maths en prépa, c'était aussi un niveau, où ouais, il fallait apprendre à savoir enfin, il fallait savoir écrire et en plus, on avait aussi évidemment des cours de lettres et ainsi de suite. Mais voilà, après en école d'ingé aussi, tout le cœur de l'école d'ingé, c'était, rédiger des rapports et ainsi de suite. Donc c'est là en fait que j'ai appris vraiment à justement mettre à profit cette capacité d'analyse pour synthétiser les choses, raconter quelque chose, faire des rapports qui sont, ouais, correctement, compréhensibles. Et donc c'est ma seule expérience, on va dire, dans la rédaction et c'est quand même ce qui m'a permis de faire des articles assez plus facilement, aujourd'hui. Combien tu vendais un article à peu près? C'est-à-dire? Combien ils te payaient pour un article? Je sais pas si ça va leur plaire que j'en parle? Bah, de toute façon, je pense que les prix sont plus les mêmes, hein, mais surtout Ouais, ouais, ouais. il y a, Hem, les choses ont beaucoup évolué, mais en gros, c'était quoi, pour qu'on ait un ordre d'idée, alors il faut savoir que, Cryptos par rapport aux autres médias tradis payait quand même relativement bien, voire même assez bien. Je connais pas les autres prix dans les médias crypto, mais voilà, on était de l'ordre de 7 centimes le mot pour des articles classiques et 10 centimes le mot pour des articles, plus approfondis qui nécessitaient, pardon, plus de travail. Pour te donner une idée, dans, les médias plus traditionnels, si tu fais une pige, tu vas être soit limité, d'ailleurs, sur le prix de ton article, mais souvent tu es plutôt de l'ordre de 4-5 centimes le mot. Donc on était quand même relativement bien, même si, il y a combien de mots dans un article, J'ai aucune alors dans un article d'actualité idée, tu vois? ouais, 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 dans un article d'actualité sur crypto, c'était entre 400 et 500 mots. C'est à peu près la norme, 400 mots, on va dire et un article approfondi, ça va être, entre 1000 et 1500 mots. Donc ça fait entre 280 €. Non, Non? non, non, du coup, ça te fait, pour un article d'actu, c'est aux alentours des 30 euros en gros, Ah, 28 €, à peu pardon, près. j'ai mis un zéro de plus. Donc entre 28 et 100 € l'article, en gros. Et ouais, c'était aux alentours des 100 euros pour des articles plus approfondis. Et tu en faisais combien à peu près? Non, mais c'est pour savoir, est-ce que on peut vivre d'être rédacteur dans un média ou ça peut être qu'un Alors, ouais, tu peux vivre, mais en fait, il faut écrire beaucoup. Je crois qu'à l'époque, les rédacteurs qui s'en sortaient bien et qui arrivaient à vivre avec ça, ils écrivaient 5 articles d'actu par jour ou quelque chose comme ça, mais c'était à une époque où du coup, il y avait beaucoup moins de rédacteurs sur Cryptos. Quand je suis arrivé, il y avait vraiment pas grand monde Mmh. et
Et quand tu es en plein bull run et qu'il y a des actus dans tous les sens, ouais, forcément, c'est facile. Moi, quand j'ai vécu la période creuse avec Cryptost, déjà, trouver 3 articles d'actu par jour qui étaient intéressants, c'était compliqué. Donc, en fait, on avait trouvé un autre schéma avec Cryptos qui était que je faisais d'autres tâches, les vidéos, et cetera, qui me permettaient de me payer. Mais oui, tu peux te payer en tant que rédacteur, mais soit il faut vraiment charbonner, soit il faut avoir plusieurs clients, ou alors il faut être prêt parfois à faire des articles qui ne sont pas forcément très intéressants, quoi, Ouais. pour faire du chiffre. Mais bon. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant comme business, surtout qu'il y a un vrai sujet, sur, les médias, parlons des médias écrits, sur leur modèle de financement, via, le sponsorship. Il y a certains, médias qui font plus de SEO que de véritables contenus. La plupart des articles aujourd'hui sont pompés, sur des articles anglais qu'on a à peine traduits. Aujourd'hui, on a aussi l'IA qui font que les métiers de rédacteur sont, à tout le moins devenus obsolètes, ou en tout cas leur apport est devenu moins indispensable. Et donc le métier a changé, j'imagine. Mmh. C'est ça aussi qui m'intéressait d'en parler avec toi. Alors Ouais. aujourd'hui, toi, sans spoiler, maintenant tu continues à faire de la rédaction, pas seulement bien sûr, mais de la rédaction pour Hawk, où là ce sont des articles qui sont là aussi assez deep, très assez long pour certains. Vous avez des rédacteurs aussi, donc tu es toujours dans ce business de l'écriture, entre guillemets, et de la recherche et tout ça. Mais les choses, elles ont quand même, j'imagine, beaucoup évolué entre 2020, où tu es obligé d'écrire tout seul, comme un Mmh. grand, faire tes recherches et tout, et avec en plus un écosystème qui est moins prolifique en matière de rédacteurs et même de news. Là, je crois que depuis janvier, il n'y a jamais eu autant de news crypto Mmh. dans l'écosystème. Donc, comment toi, tu as vu cette évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes l'ère où il fallait tout écrire tout seul, ou est-ce que l'IA, c'est quand même quelque chose qui apporte une aide considérable? Enfin, voilà, parle-nous un petit peu de Mmh. ça, parce que c'est un Mais sujet c'est qui m'intéresse beaucoup. Ouais, bah, ouais, en même temps, c'est un sujet qui est super intéressant de voir l'évolution des médias et même, la place de l'IA dans tout ça. Mais, effectivement, quand on était en 2020, il y avait 2020-2021, il y avait, allez, 4-5 médias crypto en ligne, donc ont leur site internet, et qui font de l'actu. On faisait tous à peu près la même activité, donc à savoir de l'actualité tous les jours, parce que en fait, ton objectif, c'est d'être référencé sur Google News, parce que c'est ça qui va faire exploser le trafic sur ton site. Et quand tu fais du trafic, eh ben, c'est là que tu vas convertir, faire de l'argent avec les publicités que tu as sur ton site, notamment. Et puis, il y avait des articles froids, donc des guides, comment investir sur Bitcoin, et ainsi de suite. Enfin, tout ce que vous pouvez trouver qui va faire du SEO pour essayer d'aller, répondre finalement être référencé sur des besoins, des utilisateurs. Donc, ouais, les grands trucs, c'était quelles sont les meilleures plateformes crypto, comment acheter du Bitcoin, tous ces trucs-là. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'était juste, des rédacteurs qui prenaient le temps, d'écrire correctement l'article. Mais bon, déjà, c'était quand même, essayer de le faire, orienté SEO. Et puis, après le boom de 2021, Alors, il y a eu juste, l'émergence de pas mal de médias qui ont décidé de pardon? Ouais, non, non, je t'en prie, mon ami. Juste pour ceux qui ne connaissent pas le terme de SEO, est-ce que tu ouais. peux le vulgariser pour qu'on comprenne c'est quoi l'enjeu, et peut-être le comparer avec le SIA, et puis comme ça, on a les bases du référencement? Ouais. Bah, en fait, concrètement, Google, c'est un algorithme, et ton but en tant que, média, mais aussi en tant qu'entreprise et d'ailleurs toute personne qui a un site internet, et qui veut vendre quelque chose derrière, son objectif, c'est d'être référencé le plus haut possible sur Google. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape quelque chose qui concerne ton activité, le but, c'est que ton site apparaisse le plus haut possible dans les liens, parce que, bah, tu as plus de chances donc qu'ils cliquent chez toi et que, derrière, c'est toi qui le convertissent en tant que client. Et donc ça, c'est l'activité qui te permet, le domaine d'activité qui te permet d'être bon là-dedans et d'être bien référencé, c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc en gros, c'est une liste de règles à respecter dans la manière avec laquelle tu écris tes articles qui va permettre, bah, d'être référencé plus haut. Par exemple, tu sais que tu vas devoir mettre des mots-clés. Typiquement, si vous faites un article sur comment acheter du Bitcoin et que tu veux être très haut, bah, il faut que tu mettes des mots-clés genre acheter Bitcoin, acheter BTC,
voilà, tu vas essayer d'inclure dans ton article toutes les réponses aux questions que un utilisateur qui veut acheter du Bitcoin va se poser. Tout ce qu'il va pouvoir taper dans sa barre de recherche pour trouver sa réponse, il faut que toi, tu l'aies dans ton article pour que Google se dise, OK, il a tous les mots-clés, ça doit être un bon article. Le truc, c'est que bon, Google améliore régulièrement son algorithme, donc c'est pas des règles qui sont fixes. Personne d'ailleurs n'a vraiment les règles, sinon il serait vraiment très très riche aujourd'hui. Mais voilà, c'est en gros à peu près tout ça, c'est l'activité de SEO. Donc ça fait partie du quotidien d'un rédacteur de essayer quand même s'il écrit un article, de l'optimiser pour qu'il soit le mieux référencé possible sur Google. Donc c'est tout ça. Après, SEA, je crois que c'est plutôt la partie donc payante. Donc c'est vraiment utiliser les outils de Google pour faire de la publicité, pour ramener du monde sur sa page et donc la convertir. Et il y a aussi une nouvelle branche, alors j'ai plus le nom exact, mais qui est en gros la même chose que le SEO, mais sur ChatGPT ou tout autre LLM comme ChatGPT, c'est-à-dire rédiger un article pour qu'il ressorte en premier sur l'algorithme de ChatGPT lorsque vous demandez qu'est-ce que la meilleure plateforme pour acheter du Bitcoin. ChatGPT, il va chercher sur Internet. Et votre but, c'est aussi vous-même d'être le mieux référencé possible. Donc, c'est un nouveau domaine d'activité. Et entre-temps, il y avait aussi le SMO, le référencement sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi, il y a. Voilà, donc, effectivement, on voit sur Internet, quand vous faites une recherche, que ce soit sur Twitter, sur Google ou sur ChatGPT, les sites qui vous sont proposés, les sources qui vous sont proposées, il y a une partie qui est très organique, qui est fondée sur un contenu qui est réputé comme fiable par des robots, des algorithmes, etc. Et il y a aussi une partie qu'on appelle sponsorisée, d'ailleurs en général c'est précisé sur les navigateurs, où là par contre c'est des personnes qui ont payé pour apparaître ici. Et donc ça doit vous aussi, en tant qu'utilisateur d'Internet, vous permettre de diversifier vos sources et de savoir lesquelles sont fiables naturellement ou pas. Et donc, pour vous, que ce soit Cryptost à l'époque ou Hawk aujourd'hui, pour vous, le référencement, c'est un enjeu majeur en termes de business, de visibilité, d'audience et même de partenariat. Parce que si vos articles ne sont pas lus, ils ne ressortent pas suffisamment, j'exagère, mais vous bossez pour rien, quoi. C'est le mystère de la guerre. Pour nous, c'est un peu différent, mais je vais juste revenir sur le sujet du coup, de quoi tu parlais tout à l'heure. Ouais, quand on était en 2021, vu que le marché a explosé et que il y a forcément des gens qui se sont dit: «Bah, on va essayer de créer des sites internet et faire du référencement et cetera». Et donc c'est là que sont apparus des médias crypto qui, eux, ont mis un peu de côté l'aspect: «On va faire du contenu de qualité, on va essayer de servir les gens», et ils ont fait que du SEO. Et donc là, ça donne des articles qui sont imbuvables, illisibles, désagréables, voire même parfois qui sont vraiment dangereux pour les personnes qui les lisent d'ailleurs. Et donc on a eu voilà, des sites qui ont pullulé sur Internet qui utilisaient ça. Et donc c'était un peu déjà la fin de, je trouve, la qualité dans le contenu déjà sur les médias, parce que même tu prends l'exemple de Cryptos qui n'ont jamais trop essayé d'abuser du SEO justement, qu'on essayé de continuer à faire du contenu quand même qualitatif. Si tu veux garder ta place de probablement premier média crypto en France ou pas loin, tu es quand même un peu obligé de garder ton niveau de référencement. Donc parfois, tu vas être obligé de dévier, d'aller faire d'autres types de contenus. Donc ça, c'était un peu embêtant. Et puis avec l'arrivée de l'IA, forcément, tu as toujours ces gens qui sont peu scrupuleux, qui vont se dire on n'a pas besoin de rédacteurs, nous on va juste récupérer les API de quelques médias aux États-Unis, on va utiliser ChatGPT pour traduire, on va publier et basta. En fait, on fait de toute manière, on ne fait pas de la qualité de base. On fait juste du référencement et on attire des gens et on vend des liens d'affiliés qui nous ramènent de l'argent. On fait du sponsor pour des projets qui sont très shady. Et donc, dans tous les cas, ça sert à quoi de payer un rédacteur? Et donc, ouais, il y a tout ce côté-là où, d'un côté, vous avez des médias qui essayent d'utiliser l'IA à bon escient et d'autres qui qui l'utilisent vraiment pour le mauvais côté. Et malheureusement, tu n'y peux rien, hein. C'est une technologie qui est là. Tu t'en sers malheureusement comme tu en as envie. Mais du coup, pour répondre à cette question-là sur l'utilisation de l'IA, pour moi, je trouve que c'est exceptionnel pour le rédacteur, parce que mine de rien, être rédacteur, c'est pas toujours
des tâches qui sont très agréables. Il y a certains trucs qui sont un peu redondants, comme je te disais tout à l'heure, ceux qui veulent gagner un peu leur vie avec ça, ils sont obligés d'écrire parfois beaucoup d'articles. Et souvent, tu as des trucs qui reviennent. Et donc, utiliser l'IA pour, je sais pas, par exemple, utiliser l'IA pour aller, moi c'est ce que je fais régulièrement, la doc de certains projets. Si je cherche des infos ou quoi que ce soit, je vais lui envoyer la doc et je vais lui dire, OK, en fait, je me renseigne sur ça, ça, ça. Est-ce que tu as des mentions de ça là-dedans? Est-ce que tu peux me résumer ce que tu as lu là-dedans, des white papers, des trucs comme ça? Ça te permet quand même de dégrossir ton travail et ça, c'est quand même cool. Après, moi, je l'utilise pas directement dans la rédaction. Je fais pas rédiger des sections de mes articles ou quoi que ce soit parce que j'aime bien garder ma manière d'écrire et c'est un peu ça, hein. Voilà, ça me prend du temps, mais j'aime bien écrire comme je l'entends. Mais je pense que ça peut quand même aider les rédacteurs plus que les remplacer parce que tu le vois, quand tu as un article qui est 100% IA, franchement, alors je sais pas si c'est des formations professionnelles, entre guillemets, d'en voir passer trop, ou je sais pas, d'ailleurs, les gens du chat ou toi qui peut-être utilisent moins l'IA dans la rédaction, si vous le voyez aussi, mais moi j'ai quand même l'impression que un article d'IA, quand tu tombes dessus, tu le vois tout de suite. Et moi, du coup, ça me freine et je me dis, si ça, c'est 100% IA, j'ai moins envie de le lire. Ça me dérange pas qu'un rédac ait utilisé l'IA, au contraire. Par contre, qu'il ait laissé, enfin, qu'il n'ait pas, qu'il soit pas repassé une seule seconde sur l'article. Ouais. Du coup, moi, je ferme la page et je me dis, bah, tant pis pour toi. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a deux sujets en plus. Tu as le fond et tu as la forme. Sur la forme, il y a des marqueurs de la rédaction IA qui sont Ouais. évidents. Le fameux long tiret, certaines formulations très lourdes, etc. Et donc, sur ça, évidemment, tu as le sentiment un peu égotique de te dire, frérot, si je veux lire de l'IA, j'ai pas besoin de toi. Je vais Mm. moi-même sur ChatGPT demander des informations sur tel sujet. Et donc, pour le coup, j'ai véritablement pas besoin de toi. Moi, j'en parle, par exemple, lorsque je fais des petits débats un petit peu sur Twitter et que les mecs me répondent avec des réponses qui sont à l'IA ou alors le mec demande à Grok de me répondre. J'ai pas besoin de toi. Ça, si c'est ça, t'inquiète pas, je vais moi-même aller parler avec Grok et puis dans ce cas-là, on lâche Twitter, tu vois. Donc ça, c'est vraiment de la forme. Après, sur le fond, effectivement, il y a, tu fais dire ce que tu veux à l'IA. Ça, il faut bien le faire comprendre. L'IA n'a pas, évidemment, ils ont des choses sur lesquelles ils vont pas aller. Il y a aussi des sources sur lesquelles ils sont pas à jour. Hier, je me renseignais sur le nouveau président syrien. Je lui dis, le nouveau président syrien, on est d'accord que c'est un ancien djihadiste proche de la mouvance islamiste. Le mec, il me dit, bah non, pas du tout. Le président syrien, c'est Bachar el-Assad. Frérot, remets à jour tes sources. Et il est deux fois de suite. Il me dit non, non, selon les sources que j'ai, c'est bien Bachar el-Assad. J'ai dit ah ouais, c'est pas février en janvier. Et là, il dit ah oui, effectivement, tu as raison. C'est ce gars-là. Mais il n'a pas de rapport avec le djihadisme. Je dis ah ouais, comment il s'appelait avant son nom? Djoulani. Ok. Et lui, il n'était pas proche de Al-Nosra. Ah oui, c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est un exemple parce que hier, ça m'a marqué à quel point j'ai dû me battre avec l'IA pour qu'il mette à jour ses sources et qu'à la fin, effectivement, il arrive à la réalité qui pourtant est documentée dans le monde. Hein. Je ne vous parle pas d'un truc complotiste où je demande à l'IA d'aller chercher dans un fumeux rapport voilà. Mais donc même sur une information aussi publique, l'IA, les sources ne sont pas forcément. Et surtout, la façon dont tu poses la question à l'IA, elle va te répondre de cette façon. Typiquement, parfois, je débat sur des sujets et là, tu as le mec qui me dit regarde ce que ChatGPT me dit. Ouais, mais tu as posé la question, par exemple, pour quelle raison ça ne doit pas être comme ça? Ah oui, bah, l'IA va te donner toutes les raisons pour lesquelles ça ne doit pas être comme ça. Mais si tu lui avais posé la question en disant donne-moi toutes les raisons pour lesquelles ça doit être comme ça, il va te donner autant de raisons. Donc Mm. voilà, faites attention avec ce que vous lisez et surtout, même l'IA est loin d'être fiable. Je pense que tu seras d'accord hein, là-dessus. Mais si on en revient sur le côté article SEO, etc., ouais, c'est insupportable de voir des articles qui sont full SEO ou full IA, d'ailleurs les deux. Il n'y a Mm. rien en fait, c'est vide, c'est creux. Ce sont juste une succession de mots en fait. Ouais. Ah oui, mais moi, après, je vois, je suis partisan et c'est d'ailleurs pour ça que aussi on est parti dans ce type d'activité-là avec Hawk Research, c'est que moi, j'aime lire du contenu où on voit que l'analyste, il a pris le temps de réfléchir le sujet et d'apporter une vision, d'apporter
ouais, tu sens vraiment qu'il a mis du sien dans l'article, quoi. C'est pas un article que, quand tu le lis, 10 autres personnes auraient pu le rédiger. C'est un peu d'ailleurs ce qui m'embêtait avec les articles d'actualité où tu apportes pas grand-chose finalement. On est dans un marché, crypto qui est un marché d'investissement où, on est obligé d'être biaisé, on est obligé de donner un avis, on est obligé d'avoir une réflexion et c'est justement, tout l'intérêt. Et ouais, si je lis quelque chose où je vois qu'à la fin, bah, il y a pas d'avis qui est pris, il y a pas d'humain derrière, ça m'embête. Alors l'IA arrive à le faire, de plus en plus, mais elle le fait, pas forcément toujours de manière pertinente et dans les exemples que tu as cités, moi j'en ai plein d'autres d'exemples où je lis des articles qui sortent dans des médias qui sont plus ou moins renommés quand même et où, bah, ils laissent passer des trucs où par exemple, tu vas avoir un projet qui a un nom similaire avec un autre, il va confondre les 2 descriptions, enfin des trucs comme ça, où il va tirer des conclusions qui sont pas forcément les bonnes et en fait, sur le papier, ça semble logique pour l'IA d'écrire une telle conclusion, mais toi, en tant que quelqu'un qui connaît le marché, tu dis: «Bah, jamais de la vie tu réfléchirais comme ça». Enfin, là, tu compares, 2 trucs qui sont incomparables, tu vois? Et donc, moi, juste pour ça, je considère que, bah, il y a toujours un avenir dans la rédaction de contenu vraiment, naturelle et humaine parce que je pense que les gens auront à un moment donné de plus en plus envie de revenir sur, bah, je veux que quelqu'un me raconte vraiment une histoire et me donne son avis parce que c'est tout le but du truc. Et, et après, sur ta question de tout à l'heure, où je t'ai pas répondu du coup sur le référencement, etc. Nous, avec Oak Research, on a moins besoin d'être correctement référencé. En fait, je fais beaucoup moins de SEO aujourd'hui parce que déjà, on ne fait pas de publicité sur le site, des encarts publicitaires ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui rapporte de l'argent aussi aux médias. C'est, tu sais, d'avoir des petits encarts publicitaires un peu partout qui sont plus ou moins bien intégrés. Et en fonction du nombre de visites que tu fais, ça te rapporte un certain taux par visite, un certain nombre d'argent par visite. Et donc, c'est aussi là que tu as envie de maximiser ton SEO pour maximiser tes visites, pour maximiser ce que tu gagnes en termes d'argent. Nous, vu qu'on n'a pas d'encadré publicitaire ou quoi que ce soit, qu'on fasse 100 visites ou 1000 visites sur un article, le seul truc qui change, c'est ma satisfaction de me dire il y a plus de personnes qui ont lu ce que j'ai écrit. Après, Donc, quand même, j'imagine que on y reviendra sur le business model de Hawk, mais vous faites des partenariats commerciaux avec des protocoles, etc., pour diffuser de la data, pour informer, etc. Quand même, j'imagine que dans la négociation du deal, le nombre de visiteurs uniques par mois, bon, je prends que cette métrique, il y en a peut-être d'autres, hein, peu importe, elle est quand même pas complètement anodine. non, elle est pas anodine, mais en fait, nous, dans la discussion, ce pourquoi les projets nous apprécient aussi, c'est que on a une audience qui est jugée comme qualifiée. C'est-à-dire que, si je compare avec des médias d'actualité qui justement vont avoir des pics d'audience lorsqu'ils vont faire un article qui va être référencé sur Google News, où ils vont faire, il faut garder en tête un truc, c'est que la majorité des médias d'actualité vont faire, leur audience, qui est sur 3 articles chaque mois. Un article d'actu qui va pop et qui va faire, 1/3 de l'audience parce qu'il va être référencé sur Google News, et cetera. Une grosse page sur laquelle ils sont très, très bien référencés, qui fait du trafic et voilà. C'est souvent comme ça et pour le reste, tous les articles vont faire, des micro-visites, mais voilà, ils donc ce sont des stats qui sont biaisés. Nous, on a des stats qui sont, pas trop biaisés par le SEO, même si parfois on a quelques articles qui s'en sortent bien, mais du coup, c'est plus parce que, bah, on a décidé de traiter, voilà, un sujet récemment, on a vu ça avec Pendle. Il n'y avait pas grand monde qui avait fait une grosse analyse de Pendle, ce que je comprends d'ailleurs toujours pas. Mais du coup, on a automatiquement été référencé tout en haut, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de visites dessus, ce qui a augmenté nos chiffres. Mais on a une croissance des visites sur Oak Research qui est organique. On prend à peu près aux alentours de 30 à 40% chaque mois de nouveaux visiteurs. Et donc, on n'en a peut-être pas beaucoup par rapport à d'autres médias, mais quand on discute avec les projets, ils savent que les visites qu'on fait, ce sont des chiffres qui ne sont pas forcément biaisés et c'est une audience qui est qualifiée. Dans tous ceux Alors, qui nous visitent, c'est des gens qui viennent là pour ça, quoi, pour chercher du revenons, contenu. revenons un peu sur Cryptost, parce que tu as quand même passé pas mal d'années là-bas, et donc tu as tout vécu. Enfin, tu as vécu quand même énormément d'événements pendant ta période chez Cryptost. Tu as dû vivre Luna, tu as dû vivre Mm. FTX.
Si tu dois retenir, allez, un moment, peut-être le plus, je sais pas, le plus stressant ou le plus remarquable, le plus incroyable que tu as vécu dans ces années. Alors, en gros, hein, on parle de 2021 à 2024. Donc, il y a quand même tout le bull run de 2021, la chute de Luna, la chute de FTX. On a tout le bear market dans lequel il ne se passe pas grand-chose. On a la reprise du marché en 2024. On a l'élection de Donald Trump. On a la campagne de Donald Trump, en tout cas, que tu vas suivre avant le lancement de Hawk. Hein. Donc, en gros, c'est un peu ça, hein, la période. C'est quoi peut-être allez, le ou les deux moments, j'en sais rien vraiment, dont tu te souviens, soit du stress, soit un contenu passionnant à couvrir. Tu as une anecdote, un truc à Ouais. nous partager? Ben, en fait, on va dire la campagne de Trump, l'élection qui déclenche, le cycle, c'était bon, on va dire que c'était trop tard, on était trop habitués à voir, à ce qu'il se passe des choses, donc je vais pas le citer. Bon, le premier ETF quand même, c'est un petit moment, important parce que j'en entendais parler depuis le moment où je suis arrivé dans les cryptos et c'était quand même un symbole fort et on savait, je savais au fond de moi que ça allait nous mener à quelque chose de enfin, c'était un game changer pour, Bitcoin et sa manière d'être reconnu et tout, donc c'était important aussi, mais au fond, on s'y attendait, quand même un petit peu, depuis le temps qu'on en parlait. Mais, ouais, non, les 2 événements que tu as cités, le premier Luna, c'était grandiose parce qu'en fait, c'était, parmi les premières fois où je passais sur BFM à l'époque. Et je crois que ma 2e ou troisième apparition, c'est, bah, voilà, expliquer, bonjour, il y a, le 3e plus gros stablecoin du monde qui vient de s'effondrer, des milliards de dollars qui sont partis en fumée. Et moi, je suis là, en train de parler ça sur un plateau télé et je me dis: «Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver?» Sachant que, tout le monde perdait de l'argent, c'était soudain, même si certains pouvaient s'y attendre et cetera. C'était quand même assez soudain, quoi. C'est ce côté-là aussi qui était fou, c'est du jour au lendemain, on est tous dans la même merde, si je puis dire. On découvre ça, ça se casse la gueule en direct, on le voit se casser la gueule, tomber et ne jamais s'arrêter et on est tous là en train d'essayer de le commenter et en même temps, j'ai des anecdotes, je pense que je pourrais pas forcément les raconter là, mais de personnalités connues qui, ont appelé, des gens autour de nous pour dire, «Les gars, comment ça se passe là? Je viens de perdre toute ma thune». Enfin, c'était une espèce de chaos total et toi, tu On en dois a continuer parlé, à on en aller a parlé avec Thibaut Boutroux, par exemple, ouais, qui gère Meria. Et effectivement, cette période-là, on se rappelle que les commentateurs et les investisseurs, en fait, à un moment donné, ça devient très compliqué parce que jusqu'au bout, tu sais pas si ça va remonter. Et en même temps, tu es très exposé personnellement pour certains. Et en même temps, tu dois quand même essayer d'apporter voilà, un contenu. Tu dois soit rassurer des gens à qui tu en as parlé, soit sur les réseaux, tu dois apporter une analyse un petit peu pertinente. Et en même temps, toi, tu vois tes économies en train de fondre. Et donc là, à ce moment-là, il y a, et d'ailleurs, c'est un sujet intéressant dont on peut parler, c'est comment tu arrives à séparer ton wallet avec l'expertise ou les analyses que tu dois dresser. Est-ce que parfois, et là dans le cas de Luna et peut-être de FTX, tu vas nous dire, parfois les deux s'entrechoquent. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouais, FUD ton propre bag et en même temps, tu as un devoir envers ceux qui t'écoutent. ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Et je te laisse reprendre la main sur l'histoire de Luna, mais c'est un Mmh. sujet qui est intéressant, je trouve. Ouais, ouais, bah, en vrai, c'est intéressant, mais pour moi, il y a juste, aucun sujet, genre, tu beau être, enfin, en fait, c'est un peu aussi, on n'est pas des influenceurs, on parle pas de nos bagues ou quoi que ce soit et donc mon et c'est toujours le cas avec Oak Research, on traite de ce qu'il se passe et on essaye d'expliquer les choses. Donc bah, juste on le fait et on oublie nos bagues. Enfin, c'est comme ça, dans tous les cas, c'est dans le cœur de notre métier quand même, c'est de pas essayer de mettre trop, nos convictions personnelles et nos bagues dans les contenus qu'on rédige. Sinon, bah, typiquement, je sais qu'on a déjà eu cette discussion ensemble sur, Hyperliquid quand il y avait eu l'affaire, Jelly, bah, j'avais pas hésité à sortir le premier gros article d'analyse sur ce qui s'est passé et à taper sur chaque aspect négatif d'Hyperliquid alors que je suis, plutôt pro Hyperliquid et que, à ce moment-là, j'avais 100 de mon bag en hype, j'ai fait l'article le plus à charge possible dessus parce que juste c'est comme ça. C'est aussi le but du truc. Mais pour revenir sur, ouais, sur,
sur Luna. En fait, à ce moment-là, moi, j'étais pas concerné directement. Je détenais pas d'UST. Par contre, j'avais vu la faille qui était que, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'était super intéressant. En fait, je sais pas si tu te souviens, il y avait un mécanisme où en fait, tu pouvais burn tes UST ou burn tes UST et tu récupérais l'équivalent en dollars en token Luna. Mais en 1 dollar. C'est-à-dire que tu pouvais burn quand il était à 40 centimes, par exemple, tu rendais ton UST et on te donnait 1 dollar de Luna. Donc tu gagnais 60 centimes. Et tout ça, il fallait que tu bridges en fait entre deux plateformes. C'est-à-dire, tu allais sur la chain, tu le faisais, tu bridgeais, tu rachetais sur un exchange et tu renvoyais. Et ça, en fait, je m'en rends compte genre au bout de un jour ou deux, un jour. Et je me dis, mais en gros, là, je peux faire une boucle infinie où je gagne énormément d'argent. Et je pars de 1000 balles. Et il est style minuit. Et je fais ça toute la nuit. C'était la veille justement d'aller sur BFM. Je fais ça toute la nuit. Et alors, je passe de 1000 à 2000, 4000, 8000. Et alors, c'était très long, hein. Il faut se dire que le temps de bridge, c'était 45 minutes à chaque fois. Donc, je prenais beaucoup de temps. Et arrive mon dernier bridge. J'envoie. Et là, je regarde Twitter. Je fais, putain, je comprends pas, ça passe pas. La chaîne est arrêtée. On a bloqué la chaîne. Donc là, j'ai genre, je crois que ça représentait, je crois que c'était rendu à 40 000 dans le lot, un truc comme ça, qui est bloqué à vie dans cette chaîne qui s'est arrêtée de fonctionner d'ailleurs. Enfin, je les ai récupérés un jour, mais il valait moins 99,9% quand ils ont relancé leur chain. Mais bref, c'était ces moments-là où en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de vivre? D'un côté, tu dois faire ça. De l'autre, tu dois essayer de comprendre ce qui se passe, l'expliquer aux gens, parce que j'avais envie de faire un super article pour que les gens comprennent vraiment tout le cœur de comment est-ce qu'on en était arrivé là, comment est-ce que ça s'était effondré. Et en fait, c'est pour ça que c'était les meilleurs moments. C'est que même si c'est ultra triste et qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent et ainsi de suite, bah, quand tu fais de la rédaction et que tu suis ça, c'est pour ce genre de moment-là aussi que tu es là parce que ouais, tu as énormément de trucs à raconter. Et c'était ultra stimulant. J'ai très peu dormi. Mais voilà. Et FTX, c'était un peu différent parce que. Enfin, non, en vrai, c'était un peu similaire, mais on va dire que Luna, c'était quand même la première grosse. Et sachant qu'après, derrière Luna, on a eu quand même toute la série d'effondrements derrière. Celsius, toutes les grosses boîtes qui étaient exposées à ça, Three Arrows Capital et ainsi de suite. Tout cet effondrement de la CDFI et de tout un tas de boîtes derrière. Et ce moment où on touche des prix vraiment extrêmement faibles, genre 900 dollars, je crois, sur ETH, voire un peu moins, où ça nous parle de descendre en dessous des 700 dollars. On nous dit qu'il va y avoir les plus grosses liquidations sur AV. Enfin, à ce moment-là, on se dit, le marché va peut-être jamais remonter. Franchement, il y avait cette atmosphère-là où personne n'y croyait. Enfin, tout le monde avait un peu arrêté d'y croire à ce moment-là, suite à Terra Luna. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'était un des moments les plus fous. C'est que, à la fois, toi, tu es au plus bas pour tes bagues et en même temps, pour ton activité de rédacteur, d'analyste et tout, tu te régales parce que tu as tellement de trucs à raconter. Mais voilà. Et FTX, c'était le deuxième parce que juste complètement lunaire, quoi. Moi, à l'époque, j'étais parti un mois travailler à l'étranger. Je voulais profiter un peu d'être freelance pour partir. Donc, j'étais allé à Bali et je bossais de là-bas. Et en fait, j'avais la chance du coup d'être en décalage et de pouvoir bosser l'équivalent de toute la nuit en France pour publier des articles à 7 heures du mat en France parce que moi, bah, j'étais en décalage horaire. Et j'étais juste tout seul dans une chambre à Bali. J'ai vraiment ruiné mon voyage pour ça. Pendant une semaine, j'étais tout seul dans une chambre et je parlais de tout ce qui se passait. Et pour le coup, là, j'étais vraiment touché parce que j'avais de l'argent sur FTX. Mais ouais, c'était juste un des moments les plus fous aussi parce que bah, tout le monde est dans la même merde. Et pour le coup, c'est peut-être dans ces moments-là aussi où les seuls moments où le CT se soutient quand même un petit peu mutuellement parce qu'on sait qu'on est tous dans le même bateau et on a tous nos bacs qui sont concernés. Donc, on met de côté les différents et on est tous pareils, quoi. Alors, justement, depuis avril 2022, tu interviens, je ne sais pas si tu interviens toujours, mais en tout cas, tu es intervenu pendant plusieurs années sur BFM, BFM Crypto, le club. Moi, je me rappelle du lancement de cette émission. Je crois qu'on est en 2020. Et pour la première fois, il va y avoir une émission. C'était tous les vendredis après-midi, une fois par semaine. Je ne sais plus c'est quoi le rythme aujourd'hui, je ne sais pas si ça a évolué, mais à l'époque, c'était ça. Dédié aux crypto, une demi-heure. C'est la première fois que sur une chaîne
de télé. Il y a une émission régulière là-dessus. Et après, bon, le format va se développer. On va voir nos copains intervenir en tant que chroniqueurs là-bas, et notamment toi. Comment toi, t'es contacté pour aller intervenir là-bas? Et là aussi, c'est quoi les conditions? Est-ce que tu es payé pour aller animer là-bas? Enfin, raconte-nous un peu les coulisses de ces passages télé. Ouais, bah, effectivement, l'émission historique qui a démarré, ouais, je crois, de 2021, il me semble, c'était donc le Pro des cryptos tous les vendredis avec Claire Balva et Owen Asher. Ça, c'était la première émission. Ensuite, en début 2022, ils annoncent qu'ils vont faire donc le BFM Crypto, le club, du lundi au jeudi, avec une demi-heure d'émission. Et à ce moment-là, donc, ils contactent Cryptost, The Big Whale, et voilà, c'est tout. Et donc, c'est Valentin qui me dit, bon, bah, voilà, moi, je vais faire l'émission, Valentin Demey, donc, qui était mon collègue avec qui on avait à peu près le même Et maintenant taf. chez Cube 3. Voilà. On était un peu les deux figures de Cryptos, journalistes, on faisait des vidéos YouTube et ainsi de suite. Et donc il me dit, écoute, je ne vais pas pouvoir toujours le faire, donc il me faut une doublure, quelqu'un qui est prêt à le faire quand je ne suis pas dispo, donc est-ce que ça t'intéresse? Sauf qu'à ce moment-là, moi, ça faisait que quelques mois que je faisais des vidéos sur Cryptos, et je me dis, ok, enfin, franchement, je les remercie à chaque fois, mais l'opportunité était assez dingue parce que ouais, j'avais aucune expérience et ils m'ont fait confiance, donc trop cool. Et donc j'ai commencé en fait comme ça à remplacer sur le créneau donc du mardi et mercredi Valentin une fois par mois quand il pouvait pas venir. Et c'était trop cool. Franchement, alors au début, j'étais sur je préparais 3 heures, 4 heures l'émission. Et petit à petit, maintenant, j'y vais sans les préparer parce que, bah, à force d'expérience, tu connais l'exercice. Mais donc, ouais, ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. Et puis, une fois que Val est parti chez Q3, bah, j'ai récupéré le créneau du mardi, mercredi, donc toutes les semaines, c'est moi qui m'en occupais. Puis j'ai baissé à juste mardi parce qu'en vrai, c'est quand même un peu contraignant d'aller tous les mardis, mercredis dans le 15e arrondissement pour faire les émissions. Et puis maintenant, depuis qu'il y a eu un changement donc, de présentateur, c'est plus Amaury, mais c'est Sandra qui s'en occupe actuellement. Je lui ai demandé si c'était possible de plus avoir tous les mardis, mais juste un jour de temps en temps quand j'en avais envie. Parce que pour répondre aussi à ta question sur l'organisation, en fait, ça te demande d'être en présentiel sur le plateau. Donc, c'est dans le 15e, dans les bureaux de BFM, donc c'est quand même pas la porte à côté. Et il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de. Alors, si, je pense qu'il y a des défraiements pour certains, mais moi, je ne les demande pas parce que bon, pas me faire défrayer mon ticket de métro, voilà quoi. Mais bon, ça reste un truc où de 14h à 17h, tu bloques ton après-midi pour. Ils vous payent pas? Non, non, Mais non. c'est des malades, eux. Pourquoi ils payent pas? Ah, mais ça s'appelle le monde de la télé, hein. Bah, les chroniqueurs qui sont autour de la table, en général, ils sont payés, hein. Ouais, mais parce que c'est d'autres types d'émissions. Les émissions qui sont plus, qui rapportent vraiment de l'argent, et cetera, c'est les émissions qui profitent des chroniqueurs vraiment. Là, en fait, vu qu'on est quand même, alors, je pense que c'est à peu près le cas pour toutes les émissions, finance, et cetera. C'est plus des gens qui sont contents de venir. Tu le vois à BFM, au tout début, donc en fait, au tout début, il y avait que The Big Well et Cryptos qui intervenions. Donc, on n'était vraiment pas nombreux, à intervenir et ça a créé un peu ce truc de, quand ils ont commencé à ouvrir à d'autres personnes, donc ça, c'était quand Amaury est arrivé, vu que les gars de The Big Well voulaient plus non plus faire 2 jours par semaine et nous non plus, ça ouvrait des créneaux. Et donc, tout le monde se battait pour y être. Et aujourd'hui encore, tu le vois, tout le monde est content de dire je suis allé sur BFM, fait son poste, se bat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu veux être payé, t'inquiète pas, on te remplace en fait, on trouve quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Mine de un rien, rapport c'est ça. de force, en fait. Je C'est que c'est comprends. plus nous qui profitons de BFM, en tout cas ceux qui viennent ponctuellement, que l'inverse. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à te payer. Donc oui, il n'y a pas de paiement malheureusement. Est-ce que ça t'a rapporté une certaine légitimité, une certaine visibilité, et puis aussi peut-être pour Cryptost à l'époque et pour Hawk aujourd'hui, c'est important pour toi d'aller porter cette parole devant une audience qui est importante et différente peut-être aussi de Twitter? Déjà, ça a apporté de la légitimité pour mes parents.
Mon fils qui passe à la pensait télé. que je faisais vraiment un truc de gros con là dans son. Non, j'exagère, mais tu vois, quand tu leur dis, ça y est, enfin, je passe sur BFM, regardez, bon, ils se disent, ok, c'est un truc sérieux, même si eux ne comprennent pas, il y en a d'autres qui comprennent et bon, ça les a rassurés. Mais non, plus sérieusement, oui, à l'époque avec Cryptos, bah, ça apportait un peu de visibilité. Et puis même aujourd'hui, pour nous, même si c'est loin d'être le public qu'on vise, ça, oui, ça nous apporte quand même de la crédibilité. Et, euh, et c'est surtout pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Après, moi, en fait, j'adore l'exercice, donc j'arrêterai pas parce que j'apprécie énormément passer sur les plateaux et tout, et que je trouve ça trop cool. Mais oui, ça, mine de rien, quand même, on s'en rend compte à chaque émission, tu vois, sur LinkedIn. Les répercussions, c'est que tu as une trentaine de visites sur ton profil. Donc, euh, donc, si, ça reste quand même bien pour développer son image. Ouais. Je vois. Ok, non, mais c'est intéressant. Et donc, c'est-à-dire, c'est quand est-ce qu'on peut te retrouver sur BFM? C'est quoi tes créneaux alors? Ben là, je repasse, je crois, le 2 octobre, il me semble, ou 7 octobre, je crois que je reprends la saison. Et après, je devrais repasser une fois toutes les 2 semaines, je pense. D'accord, ok, c'est ça la fréquence. Ok, bah, tu vois, j'ai passé tout à l'heure quand on discutait ton premier Ouais. passage chez BFM avec une super veste lit de vin à l'époque où Bitcoin tapait 50 000 $. Voilà, ça nous, ça nous rajeunit pas. Ça, c'était pas mon premier passage, mais Ah ouais? J'ai ah non, février parce que 2022, non? non, parce que avant ça, on passait avec Guillaume, l'autre présentateur, Guillaume Sommerer, qui est le présentateur de Ah non, BFM pardon, Business. c'est février 2024, autant pour moi, mauvaise source. Ouais. Mais en 3 ans de passage sur BFM, j'ai eu quand même le temps de traiter un Bitcoin en ATH et un Bitcoin à 15 000 $ et un Bitcoin en nouvel ATH. Donc, Ouais. on a fait du Ah oui, chemin. je vois. Alors justement, j'ai pris en titre de la vidéo, il a tout plaqué pour la crypto. Tu nous as parlé à tes parents, justement. Comment est-ce que ton entourage il a vécu ce Lilian qui avait un avenir tout tracé en tant qu'ingénieur? C'est vrai, on est fiers de dire mon fils il est ingénieur. Et maintenant, ton fils, il fait quoi? Ben, je ne sais pas. Il écrit des choses sur des choses qui n'existent pas, sur des escroqueries sur Internet. Comment, comment avant, alors BFM t'a un peu aidé, mais sinon, à part ça, est-ce que tu as été soutenu par tes proches, par ton entourage et on viendra aussi sur la partie rémunération, parce que je crois qu'avec Hawk, tu as récemment déclaré que vous ne vous payez pas. Donc là aussi, comment tu arrives à gérer alors, vis-à-vis de l'entourage, sur ton parcours un peu atypique finalement, et puis ensuite on parlera à titre personnel comment tu peux continuer à être full-time crypto sans te payer. Voilà, donc peut-être d'abord l'entourage. Ouais. En vrai, je m'en souviens pas trop, mais je crois que mes parents ils m'ont juste dit, bah écoute, si, enfin, on va dire qu'ils me faisaient confiance, quoi. Si tu penses que il y a possibilité de gagner de l'argent, etc., et de t'épanouir, go. Sachant que quand j'ai quitté mon taf pour partir chez Cryptost, j'avais déjà l'assurance quand même d'avoir un salaire qui était loin d'être le salaire que j'avais avant, mais qui était quand même déjà un salaire au moins fixe pour vivre. Donc Parce que voilà. Et concrètement, on parle de chiffres un peu. ouais, En tant qu'ingénieur, tu gagnes entre, je sais pas moi, 2000, 2000, 3000 à peu près. alors je compte en salaire brut annuel, parce que c'est comme ça qu'on compte. Non, mais à peu près Euh, par mois, tu touchais combien? 2005? alors par mois, je saurais pas te dire, mais en brut annuel, je crois que j'étais à 50K. Donc Là, moi, ça m'énerve les gens qui parlent en brut déjà. Alors, annuel encore eh plus. ben, 5 tous fois ceux qui 0. bossent dans des boîtes parlent en brut Je annuel, hein. sais, je sais. Bon, 0, t'enlèves quoi? Tu fais 27%? fois 0,75 divisé par 12, si tu veux, à peu près. Un truc comme ça. 0, 0,70. Non, je sais plus. 73, ça fait 40 000 divisé par 12. Ah, quand même, ouais, t'es un petit 3003 par mois. Ok, bon. Bon, ouais, ça c'était mon salaire d'ingé. Et Et quand tu passes chez Cryptost, tu touches quoi? 1000, 1005, non? non, non, parce que franchement, ça faisait un petit moment déjà que je bossais avec eux. Et comme je te dis, j'allais prendre c'est là que j'ai démarré à faire les vidéos sur YouTube, à prendre aussi d'autres fonctions, etc. Et eux, ils ont quand même assez bien fait les choses pour essayer de m'offrir un salaire qui était à peu près décent. Donc, je tournais autour entre 2000 et 2005 Ok, en brut, hein, toujours. Parfois même, j'arrivais à monter plus quand je faisais pas mal de taf. Mais ça a duré un temps, évidemment. ouais. En juin 2021, pardon, ouais, en début 2022, lorsque le marché
c'est quand même pas mal retourné, bah, les activités se sont réduites et donc je suis retourné à un salaire qui tournait autour des 2000 bruts, donc quand même 2 fois moins que mon salaire d'avant. Mais ouais, non, autour de moi, T'as je une sais meuf à pas. ce moment-là? T'as une copine à ce moment-là? Non. Ok. Parce qu'il y a ça aussi, on pense Ouais, pas ouais. à ça, mais j'en parlais avec 0x Aigri dans l'émission il y a quelques jours de cela, qui d'ailleurs a décidé d'arrêter le full-time crypto parce qu'il ne parvient pas à concilier ses enjeux personnels, professionnels, financiers, etc. Et on peut tout à fait l'entendre. Mais quand effectivement tu as une meuf ou un gars qui voilà, peut-être a des projets, acheter un appart, tu sais, les trucs de la vie, avoir Ouais, un enfant et tout, quand toi, ta vie, elle n'est pas forcément stable et tout, je peux comprendre aussi que ça puisse ouais. peser dans les décisions personnelles et Ouais. professionnelles. Bon, toi, tu n'étais pas concerné à l'époque, ok. Non. Ouais. Non, 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 pour le coup, ouais, j'étais vraiment, tout seul et ouais, ouais, non, c'est ça qui a aidé aussi. Mais oui, il y avait quand même du scepticisme, autour de moi sur, bon, est-ce que vraiment il prend la bonne décision? Est-ce qu'il fait, quelque chose d'intelligent et qui va pas s'enfermer et perdre son temps? Parce que, je reste quand même dans un environnement de personnes autour de moi qui ont fait beaucoup école d'ingé, qui ont tous des parcours assez tracés. Et oui, mais bon, finalement, ouais, comme je te disais, BFM, ça a aidé. Le lancement de la boîte, aussi, c'était un peu, il y a eu quand même aussi des gens qui ont dit, «Bon, ouais, est-ce que c'est très sérieux?» Tu vois? Je connais, dans mon entourage, des gens qui ont monté des boîtes, de mes potes, heu, où là, on parle de trucs sérieux. Il y a des levées de fonds, il y a des, recrutements, il y a des bureaux, ça ressemble à des trucs sérieux. Nous, la boîte qu'on a levée, la boîte qu'on a montée, pardon, quand j'en parlais, j'avais l'impression qu'autour de moi, les gens se disaient, bon, ils montent une boîte comme si ils montaient un projet avec des potes qui pouvaient s'éteindre à tout moment et c'est pas grave, tu vois. Donc, je sais pas à quel moment Oak Research a commencé à devenir sérieux aux yeux des gens, mais peut-être quand on se payera, peut-être que ça, peut-être que ça rassurera les gens sur le fait que c'est rentable. Mais bon, Parce le, qu'au ouais, départ, au départ Hawk, c'est pas Hawk Research, c'est Hawk Invest. Vous faites de l'analyse, il y a des choses sur plusieurs réseaux sociaux, vous faites les ouais, dossiers aussi, les dossiers physiques et digitaux d'ailleurs, mais physiques, c'est dossiers annuels ou biannuels, je ne sais plus. Vous êtes surtout connu pour ça, mais ça, vous le faites en parallèle en fait de vos activités. Et c'est là où vous décidez de tout arrêter pour vous concentrer sur Hawk Research. ouais. Ouais, alors pour l'histoire, en fait, Hawk Invest, c'était le média qui était lancé par, Artem et 2 potes à lui, donc Greg et Axel. Un média sur Insta, qui était un média, finance, et crypto, et la partie Twitter, c'est ce que vous connaissez, où c'est Artem qui le gérait, où c'était du full crypto. Hawk Research et Hawk Invest, en soi, ça n'a entre gros guillemets «rien à voir», dans le sens où, c'est un nouveau projet où avec Artem, on s'est dit, «Nous, on veut, arrêter de faire du média d'actu, on veut vraiment monter, quelque chose qui ressemble plus à ce qui commençait à se faire aux États-Unis à ce moment-là, à savoir, ce qu'on appelle les plateformes d'intelligence de marché». Donc, de l'analyse très approfondie avec à chaque fois l'ambition de donner, de la valeur à ce qu'on fait, pour l'investisseur qui nous lit. Donc, Hmm. quand on rédige quelque chose, on est censé à la fin, toi, tu es censé être plus éclairé pour prendre tes décisions d'investissement, et on va faire de l'analyse financière, on va faire de l'analyse fondamentale, mais voilà, élever le niveau dans la manière de produire du contenu. Et donc on s'est dit à ce moment-là: «Bon, bah, on va s'associer ensemble avec Artem». Et on s'est dit, bah, on va récupérer le compte Twitter de Hawk pour avoir une base solide. Et si tu veux, pour la petite anecdote, au départ, moi, j'étais pas pour garder le nom Hawk. Et on avait cherché d'autres noms avec Artem. Et c'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps de trouver des noms qui nous plaisaient et qu'on est tous les deux extrêmement nuls à inventer des trucs que on a dit, bon, bah, on va prendre Hawk et on va l'appeler Hawk Research. Comment Mais ça aurait pu s'appeler? Vous aviez quoi comme idée? franchement, on n'avait rien. Je te jure, on n'avait rien. On se proposait des trucs, on se disait, en fait, c'est nul. On n'avait aucune inspi. On était trop nuls. Du coup, on est resté sur Hawk Research, ce qui nous permet quand même de capitaliser sur l'image qu'avait déjà Hawk de base, mais qui met quand même un petit flou sur le fait que pour certains, c'est une extension de Hawk, alors que de Hawk Invest de base, mais pas du tout. D'accord, en C'est plus, vraiment un tout nouveau truc. moi je me rappelle, hein, vous l'avez annoncé et présenté un peu de cette façon-là. Un peu Hawk se réinvente, Hawk se renouvelle, Hawk arrête de faire de l'actu quotidienne parce que de toute façon tous les médias retweetent la même chose et nous on décide d'aller plus dans les fondamentaux. Donc c'était, disons,
une renaissance, mais c'était quand même une certaine façon une évolution. En tout cas, ça a été annoncé comme ça. Alors après, effectivement, qu'au niveau capitalistique, ça n'ait rien à voir, qu'au niveau de l'ambition, ce soit différent, j'entends. Mais nous, on l'a vu, d'ailleurs, je vous avais reçu dans l'émission à l'époque, hein, vraiment comme ça, comme voilà, on garde les fondamentaux, mais on fait évoluer la mission, quoi. Ouais, bah, parce que forcément, C'était le storytelling, en tout cas, Artem, il est obligé d'avoir aussi un peu ce storytelling-là, bien sûr. parce que Hawk, ça reste le projet qu'il menait avant, mais fondamentalement, Hawk Research, c'est un tout nouveau projet qui est né de nos réflexions et nos discussions avec Artem, qui hérite, oui, forcément un peu du passé de Hawk Invest par le nom et par le compte Twitter, et par le fait qu'Artem soit là, mais il hérite aussi du passé de Cryptos, tout autant quasiment, de par mon historique, tu vois. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Comment vous arrivez à gérer justement vos deux personnalités, vos deux même personal branding, on va dire. Artem a récemment fait le choix de se tourner en anglais. Mm. Toi, tu as fait le choix, si j'ai bien compris, plutôt de rester en français. Ça me rappelle les deux de The Big Whale, Ouais. Grégory qui est plutôt en français et Raphaël qui est plutôt en anglais. Ça m'a fait penser à ça. Est-ce que ça Mm. a été un choix, j'allais dire, stratégique de Hawk, ou est-ce que c'est vraiment Artem, comme il l'a dit, qu'en a marre du CTFR et qui préfère toucher le CTUS qui est plus intéressant pour lui, et toi, de ton côté, visiblement, tu tiens à la partie francophone de ton audience. Comment vous gérez ça, chacun d'entre vous? Mm. Non, mais en fait, bah, déjà, il faut savoir que Artem, sa langue natale, c'est ni le français ni l'anglais, et qu'il est beaucoup plus à l'aise à parler en anglais. Et vu qu'il a toujours parlé en anglais quand c'était des sujets importants, il a quand même une audience sur Twitter qui est assez anglophone, plus que francophone. Pardon. Et donc, il le fait juste parce que c'est plus naturel pour lui, et que dans tous les cas, dans nos activités, aujourd'hui, on a 70% des personnes qui nous lisent qui sont pas francophones, qui sont anglophones. Donc, oui, on développe une activité qui est plus à destination des anglophones que des francophones, apparemment. Donc, autant leur parler directement. Et donc, ça, c'était logique pour Artem. Et pour moi, en fait, je tweete en français quand je tweete du shitpost ou que je vanne. Donc, ouais, la majorité du temps, je tweete en français pour ça. Par contre, quand j'ai des sujets intéressants ou des gros tweets à faire, vraiment, où j'en suis assez content dans le contenu de ce que je vais partager, je le fais en anglais. Et d'ailleurs, ça marche tout aussi bien en anglais, voire même plus, parce que j'ai aussi une audience qui commence à se build en anglais, notamment du côté de l'écosystème Hyperliquid, puisque j'en ai pas mal parlé, etc. Donc moi, je fais un peu des deux, et c'est juste au feeling, quoi. Je shitpost en français et je poste des trucs cohérents en anglais. Ok, très cool. Et alors justement, parlons personal branding, incarnation de Hawk. Comment vous arrivez à gérer justement chacun vos personal branding justement est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois, je sais pas moi, l'un efface l'autre, l'un marche sur les pieds de l'autre, ou c'est quelque chose que vous gérez sans aucun souci en termes d'ego, de visibilité? On sait, dans une association, il peut y avoir ces Mmh. sujets-là. Est-ce que vous les rencontrez ou pas du tout? Franchement, pas tellement. Déjà dans la logique, c'est, dès qu'il faut parler en anglais, c'est Artem qui s'en charge. Théoriquement, dès qu'il faut parler en français, c'est plutôt moi. Et vu que, je suis quand même plutôt plus expérimenté que lui sur l'exercice de tenir une interview ou quoi que ce soit, grâce à BFM, grâce aux vidéos YouTube que je faisais sur Cryptost et ainsi de suite. C'est plutôt moi qui suis censé prendre ça. Après, lui, il a des affinités avec des gens dans le CT, qui fait que, comme hier soir, par exemple, il était invité pour un podcast, enfin un space Twitter sur WEN TV. La logique voudrait que ce soit moi qui y aille. Il est invité. Bon, évidemment, je le laisse y aller, tu vois. C'est juste de la. C'est comme ça qu'on s'arrange, quoi. Après, franchement, il n'y a pas de problème. On se répartit comme on l'entend, et ça se passe vraiment plutôt bien. Donc voilà. Et après, ouais, personal branding, de manière générale, on fait chacun nos trucs. On évite de. Ça m'arrive des fois de lui dire, bon, attends, là-dessus, fais gaffe, ou lui de me dire, bon, là, t'aurais pu faire ça autrement, mais c'est plus des retours amicaux que. Enfin, on n'interagit pas. En tout cas,
on est probablement assez satisfait de nos personal branding respectifs, je Vous pense. êtes vraiment amis dans la vie. Ça vous aide à vous soutenir parce qu'on parlait justement, tu as récemment fait un post ou en commentaire, je sais plus, comme quoi ça, depuis 18 mois, bah, tu te payes pas. Mm. Donc, bon, si c'est pas pour l'oseille, faut bien qu'à côté, ça se passe bien. Alors d'abord, comment tu arrives à gérer ce full time où tu te rémunères pas? Donc, comment tu arrives à vivre ce sacrifice-là? Et justement, l'association avec Artem, qui je crois savoir est un véritable ami, ça doit aider aussi à tenir dans Ouais. certains moments difficiles. Ouais, bah, alors ce message que j'avais posté, c'était en réponse justement au post d'Aigri qui annonçait que il allait arrêter le full time. Euh, Bah, en fait, quand j'étais chez Cryptos, comme tu le sais, du coup, j'avais un salaire qui était relativement faible par rapport à mon salaire d'ingé. Et pendant ce temps-là, tout autour de moi, tu as des gens qui continuent leur job d'ingé, qui changent de taf, qui vont prendre 20% sur le salaire, qu'augmente, pendant que toi, ton salaire diminue au fil des années et tu grilles tes économies. Donc ça, il faut le dire, c'est quand même compliqué de continuer comme ça. Et quand j'ai lancé Hawk, je savais que j'allais absolument pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que j'allais pas d'un coup reprendre un salaire cohérent et que j'allais m'envoyer probablement au moins une année de ne pas me payer. Donc psychologiquement, quand même, ça c'est pas facile. Et donc je peux comprendre la décision des grilles de pas, de vouloir juste revenir à une vie entre guillemets un peu plus normale et avoir plus de stabilité. Mais le truc, c'est qu'avec Artem, on était on est assez convaincu de ce qu'on fait. Euh, on sait que un jour ou l'autre, ça payera et que donc voilà, ça vaut le coup de faire des sacrifices et de passer, ouais, comme je le disais, 18 mois derniers depuis qu'on a commencé à bosser dessus sans rémunération. Pour tenir, bah, la chance, c'est que je me suis quand même plutôt bien débrouillé dans mes investissements en crypto et notamment dans ce cycle, malgré que, malgré le fait qu'il y en a plein qui disent que c'était compliqué. On va dire, j'ai relativement bien géré. J'étais exposé que au hype. J'ai eu l'airdrop, j'étais exposé que au hype depuis janvier. J'ai vendu en décembre la majorité de mes cryptos. J'ai gardé que du Bitcoin que j'ai racheté en février. Enfin, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance sur les timings et j'ai su bien conserver mon capital, voire le faire fructifier. Donc, en fait, j'ai sorti régulièrement de l'argent des cryptos pour me payer. Ce qui est aussi un peu une tristesse quand même, mine de rien, de dire tu bosses dans les cryptos, tu as envie d'accumuler du Bitcoin. Bah, depuis 18 mois, au lieu de remettre mes gains en crypto pour augmenter ma quantité de Bitcoin comme je faisais avant, bah, je l'utilise pour me payer, ce qui est quand même un peu difficile psychologiquement, mais voilà, c'est quand même aussi c'est une satisfaction quand même aussi de se dire que bah, grâce aussi aux crypto, je peux me payer pour mener cette aventure-là avec Artem. Et voilà. Et en fait, Artem, comme tu dis, c'est un pote. C'est la première personne que j'ai rencontrée en event crypto et qui, à l'époque où j'étais chez Crypto, c'était où j'étais juste un rédac, donc personne ne connaissait ma tête. On a discuté, on s'est revu l'event suivant, il se souvenait de moi. Voilà, on est devenus potes comme ça. Et comme je te dis, bah, lui aussi, je sais qu'il est dans cette même galère-là. On est tous les deux ensemble. Donc même si... Alors évidemment, parfois, hein, il y a forcément des moments où c'est compliqué, où on a... Enfin, oui, où t'as pas... même si c'est un pote, bon, t'es dans la merde et t'as pas envie d'être content et d'être sympa. Mais quand même, d'être à deux là-dedans, deux qui... on connaît le marché crypto, on sait qu'on est plus ou moins on a plus ou moins la même situation, bah, ça nous a, je pense, pas mal aidé à passer le truc. Et là, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça y est, on a passé la période compliquée avec Oak Research, on a commencé à pouvoir se payer. Donc ça y est, c'est passé. Tu vois, il faut courber les chines pendant un certain temps. Et attention, je dis pas ça du tout, d'ailleurs, par rapport à Aigri en disant il aurait dû attendre ou quoi. Bien sûr, c'est chacun sa situation, tu vois. Mais ouais, content d'avoir patienté pendant ces 1 an et demi, courber les chines, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par payer. Et là, on va enfin pouvoir se rémunérer, donc tant mieux. Bah, félicitations, génial. Ouais. Alors justement, tu as des projets de cœur et notamment Hyperliquid. Tu es très associé à ce projet puisque vous en avez parlé très tôt sur Hawk Research. Je crois que dans un article de novembre
l'année dernière, donc finalement il y a un an. Et ensuite, tu étais revenu d'ailleurs dans l'émission pour en parler, avant l'histoire justement du jelly, au moment du jelly. Entre-temps, Hyperliquid a juste grappillé une énorme majorité des parts de marché des DEX perp. Et puis, on a vu apparaître il y a 2-3 jours Aster. Alors, Aster, c'est pas un projet qu'on découvre. Puisque je me rappelle que Sizi, à l'époque, on en avait parlé dans l'émission, tu te rappelles, avait tapé sur Hyperliquid à l'époque de l'affaire du Jelly, et nous avions mentionné dans l'émission qu'il n'était pas complètement étranger à cette histoire-là, puisque lui-même, via son incubateur qui s'appelle, je ne sais plus comment, tu pourras me le rappeler si tu... Easy Lab. Voilà, c'est ça. Eh bien, il incubait, ou il lançait, ou il développait, alors je ne sais pas les relations capitalistiques qu'il a avec cela, mais en tout cas, son fonds, son incubateur, eh bien, était en train à ce moment-là de développer un concurrent direct, ou pas complètement, tu me diras, là aussi, je ne suis pas un expert, hein, mais un concurrent d'Hyperliquid. Et donc, il avait tout intérêt, tant en tant que CEO de Binance, de taper sur la concurrence décentralisée qui lui prend des parts de marché sur le trade avec levier, etc., mais aussi sur la partie décentralisée avec le projet que lui-même promeut de son côté. Donc, Aster s'est lancé il y a quelques jours de cela, et on a vu pas 1700, 1600%, j'ai vu passer, j'en sais rien, le token a explosé. Sur le CTFR, et pas seulement, tout le monde en a parlé. Beaucoup sont montés dans le train, ont gagné de l'argent. Là encore, aujourd'hui, le prix du token reste très élevé par rapport à son prix d'il y a quelques jours, pardon. Évidemment, tu sais, que j'en ai parlé avec Joe Star il y a quelques jours, il m'a dit pose-lui la question sur Aster. Je dis évidemment, je vais lui poser la question. Je pense que je ne suis pas le seul. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Hyperliquid restera le maestro et il n'y a pas de souci par rapport à ça? Est-ce qu'il a du souci à se faire? C'est quoi ton analyse là-dessus? Et peut-être d'ailleurs qu'avec Hawk, vous allez publier un truc dessus, je ne sais pas. Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus à chaud Bah ouais, alors déjà c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on avait fait ce live à l'époque, on avait parlé du fait que, il y avait ces aides qui voulaient des dark pool DEX. Donc, la particularité, en fait, la problématique avec Hyperliquid, c'était, enfin une Connaît problématique, le non. prix de liquidation. Et donc, tu Ah, peux ouais. tu peux liquider une position, puisque le prix de liquidation d'un trader, elle est publique. Et lui, effectivement, sa position, c'était de dire, on peut faire du DEX, du PERP décentralisé, mais sans pour autant aller à l'encontre de la privacy. Et lui, il avançait une solution fondée notamment sur les ZK Proof. En gros, Voilà. c'est ce dont je me souviens. Bon, ça donne quand même que, en l'occurrence pour Aster, vu qu'on n'a pas accès à tout, les volumes sont pour le moins pumpés, on va dire, parce que quand tu vois la taille du carnet d'ordre par rapport à certains volumes sur certaines paires, on se dit que tout n'est pas très transparent. Mais bon, c'est aussi pour ça justement que d'un côté, on avait ceux qui disaient la transparence d'Hyperliquid, au moins le fait est que tu peux, et que je dis Hyperliquid ou tous les autres DEX similaires, c'est que tu peux tout vérifier. Là, avec les dark pools, on peut biaiser les chiffres, et je pense que Aster sont relativement bien placés pour ça. Ouais, en fait, on avait publié en fin juin dernier sur Oak Research un article où on parlait justement donc des clubs Central Limit Order Book, qui était, on disait voilà, vous connaissez Hyperliquid, peut-être que vous ne le savez pas, mais Hyperliquid, c'est le premier DEX à avoir mis le carnet d'ordre, donc complètement on-chain. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme décentralisée qui utilisait les carnets d'ordre. Alors que en finance tradi et sur les plateformes centralisées, tout le monde utilise un carnet d'ordre. Et eux, c'est les premiers à avoir réussi à le mettre complètement on-chain. Donc, c'est ça qu'on appelle les clubs. Et j'avais dit, forcément, avec le succès d'Hyperliquid, il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, on avait sorti une grosse analyse où on avait mappé tous les DEX similaires à Hyperliquid qui commençaient à se lancer. On disait ça, et je l'avais bien expliqué, pour moi, c'est la tendance des prochains mois. Il faut farmer ces airdrops-là. Absolument, il faut y aller, et c'est sûr qu'il y aura de l'argent à se faire sur ça, et c'est sûr qu'il y aura un succès là-dessus parce que Hyperliquid, c'est le plus gros succès de ce cycle.
il y a forcément d'autres projets qui vont vouloir faire au moins aussi bien, et le grand gagnant, ce sera vous, l'utilisateur. Donc on avait sorti cet article-là. Moi, pour ma part, j'avais farm typiquement Aventis sur Base. Je l'ai farm pendant une journée. J'ai pris, je crois, 1000 tokens à l'airdrop. Donc, à titre perso, j'utilise et je farm d'autres concurrents d'Hyperliquid. Enfin, en tout cas, j'ai acheté du Aster au lancement, et je l'ai revendu à 70 centimes ou 80 centimes. Je l'avais acheté à 50. Enfin bref, j'ai fait x2 dessus, un truc du genre. Je n'ai pas atteint le dollar. Bon, tant pis, tu vois. Mais je sentais que ça allait forcément être un truc qui allait fonctionner, et je suis pas du tout. Voilà. Après, je me dis, bon, j'ai l'impression que tout le CTFR est rentré dans ce token. Tout le CTFR est content qu'il pump. C'est le tweet que j'ai fait il y a quelques jours. Je me dis, les gars, attention, ça me paraît pas bizarre, de vous dire que tout le monde est gagnant. Il y a forcément un moment où ça va se retourner contre vous. On ne peut pas tous être gagnants tout le temps. Là, par Hyperliquid, il y a quand même eu, à l'époque, avec le hype, énormément de gens qui n'ont pas eu l'airdrop. Puis, quand l'airdrop est sorti, plein de gens qui ont dit non, mais ça ira à zéro, ça sert à rien d'acheter. Là, tout le monde a acheté, tout le monde est gagnant. Il faut faire attention, sachant que je vois, enfin, pour avoir utilisé le DEX en question, par rapport à un Aventis que je trouve plutôt agréable à utiliser, Aster, c'est vraiment catastrophique, quoi. L'expérience utilisateur, elle est vraiment pas cool. Mais bon, il y a Sisi derrière, donc forcément, s'il y a Sisi derrière, on pense que ça peut bien se passer. Mais voilà, donc déjà, petite parenthèse sur ça. Il y a encore plein d'autres d'experts à aller farm, croyez-moi. Et d'ailleurs, on a un article qui va sortir là-dessus. Prochainement, on va reprendre l'article qu'on avait fait en juin en disant voilà où on en est sur le farming, voilà lesquels restent intéressants à farmer, et où il y a des opportunités encore de prendre des airdrops, parce que je pense qu'il y en aura encore plein. Donc oui, dans tous les cas, pour la dominance de Hyperliquid, c'est tout à fait logique qu'il y ait de la concurrence qui arrive, et donc que sa dominance diminue. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, sur le long terme, voilà, je ne pense pas que un concurrent comme Aster puisse vraiment s'installer sur le long terme. Pour l'instant, c'est assez spéculatif, et comme je te dis, l'expérience, elle n'est pas extrêmement agréable. Mais vu qu'il y a de plus en plus de decks qui vont sortir, vu que la tendance elle est là-dessus, vu qu'il y a plein de gens qui vont se dire bah moi aussi je veux ma part du gâteau, je veux aller choper le prochain airdrop et tout, et que Aster ça a été un peu cet exemple de ok, finalement on peut avoir un Hyperliquid 2 ou 3 ou 4, donc bah ouais, ça va continuer à s'étioler, cette dominance là. Mais voilà, il faut aussi comprendre quelque chose que je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est Hyperliquid, c'est pas juste un DEX. Oui, il y a des concurrents qui arrivent dans le secteur des DEX, mais Hyperliquid, c'est pas juste ça. On avait sorti une énorme analyse que j'ai pris 3 semaines à rédiger sur la vraie vision d'Hyperliquid, où je parle de la vision du AWS de la liquidité. C'est ça la vraie vision d'Hyperliquid. Et même s'ils perdent un peu de part de marché sur le secteur des DEX, tout ça, ça n'est pas extrêmement important, dans le sens où leur thèse, elle est ailleurs. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut se focaliser. Donc voilà, moi, en tant que quelqu'un qui suis assez positif sur l'avenir d'Hyperliquid, ça ne m'inquiète pas forcément. Mais voilà, justement, je trouve que c'est ultra positif. Au contraire, c'est que ça nous offre plein d'opportunités pour aller faire de l'argent, entre gros guillemets, même si j'aime pas trop cette expression, mais ça nous laisse plein d'opportunités tant qu'on garde en tête que voilà, tout le monde ne peut pas être gagnant. Donc moi, sur Aster, je décide de ne plus mettre de billes là-dessus. Peut-être que le truc va continuer de pump. Mais quand je vois que tout le CTFR est devenu maxi bullish dessus en 2 jours, alors qu'ils ne connaissaient pas le projet, tout le monde montre ses PNL, ses gains, ses machins, je me dis, moi, je reste en dehors de tout ça. Si tout le monde gagne, il y a forcément quelqu'un qui perdra à un moment. Et ce ne sera pas moi. Sans l'expérience qui parle. Ouais. Bah Non, mais ouais. clairement. Non, mais je comprends totalement. Dernière question, on va finir sur Hawk, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont sortir bientôt? Ouais. Que tu peux nous dévoiler? Ouais, bah écoute, on a pris beaucoup plus de temps que prévu à le faire, parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose de très cool. Mais on va lancer la V2. Parce que moi, j'avais souvenir, pardon, hein, mais j'avais souvenir d'un truc un peu communautaire. Mais Ouais, alors le truc communautaire, en fait, on a été confronté au fait que c'était
impossible à faire et que, en gros, ce qu'on voulait faire, ça ressemblait à ce que Kaito fait, en fait, finalement. C'est ça. Non, on a pris un mur de faisabilité dans la tronche de vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les capacités. Ouais. Donc, on est revenu sur quelque chose de plus basique. Mais bon, déjà, on fait une énorme refonte de la plateforme. Beaucoup pour vraiment simplifier les choses pour les gens, simplifier la navigation, la lecture et ainsi de suite. Et on va rajouter des fonctionnalités qui vont rentrer dans le cadre d'un abonnement qu'on va lancer. Parce que c'est le modèle, c'est le modèle des plateformes comme la nôtre. Aujourd'hui, on fait que du contenu gratuit et du contenu qui est quand même assez à forte valeur ajoutée. On a envie de garder tous ces contenus qu'on a là gratuits, mais de rajouter des fonctionnalités. Donc, on va rajouter notamment une fonctionnalité qui s'appelle la watchlist, où avec Artem et d'autres contributeurs de l'équipe, on a créé une liste d'actifs pour lesquels on estime qu'il y a un potentiel intéressant. Donc, des cryptos qu'on suit avec des projets derrière. Donc, le but de cette watchlist, c'est pour chaque actif, on va mettre notre thèse d'investissement dessus, les bull case, bear case, des indicateurs de notes avec voilà, quelle est la note de cet actif actuellement et des commentaires pour dire bah, là, on estime que c'est plutôt un bon moment, plutôt un mauvais moment et ainsi de suite. Et c'est une liste qui est actualisée tous les jours, enfin toutes les semaines plutôt d'ailleurs, où on va probablement sortir des actifs de temps en temps, en remettre d'autres. Enfin voilà, c'est en gros l'idée de dire aujourd'hui dans le marché, tu n'as pas besoin de suivre des dizaines et des dizaines de projets. Nous, on te donne la liste de que ceux qui, selon nous, sont vraiment intéressants à suivre. Et il y aura aussi d'autres fonctionnalités comme un flux d'alpha. Donc ça va dans le sens de ce qu'on t'avait dit quand on avait lancé Oak Research, où on te disait aujourd'hui, tous les médias parlent des mêmes actus. Tu vas sur Twitter, tu as tout le monde qui relaie les mêmes actus. Finalement, si tu veux vraiment te renseigner sur les cryptos, c'est absolument chiant parce que tu sais vraiment jamais qui est intéressant et qui ne l'est pas. Donc, ce flux d'alpha, c'est un truc dans lequel il y aura 3, 4 alphas par jour. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de tweeter 30 fois par jour sur le marché des cryptos. Tu n'as pas besoin de sortir 10 actus par jour sur le marché crypto. Tu n'en as pas besoin, c'est comme ça. Donc, nous, on va sortir que quelques alphas par jour. On se dit, ça là, ça, c'est une actu. On se dit, elle est intéressante. Elle va avoir un impact sur le marché, sur le projet crypto en question, ou sur d'autres projets, ou sur le marché de manière générale. Et c'est une info qu'on pense que vous avez absolument besoin d'avoir. Et à chaque fois, on donne un sentiment de marché. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Voilà, avec toujours l'idée que ce qu'on produit, ça doit être actionnable. La personne qui nous lit, il doit sortir de là en se disant, OK, soit je prends une position, soit je ferme ma position, soit je deviens prudent, enfin, peu importe, mais on est dans un marché d'investissement, il faut qu'on parle aux gens en leur parlant d'investissement. Et on ne fait pas des actus pourris qui n'ont aucun impact sur le marché, on fait une actu qui a un impact sur le marché. Donc voilà, on a tourné cette vidéo autour de ça et elle sort lundi prochain. Voilà, tu l'auras en exclu. Tu gardes ça pour toi. Bien sûr, bah, de toute façon, on n'est que tous les deux. On l'a dit nulle part, hein, je te le dis. Non, ce qui est ici reste ici, hein, évidemment. Et l'abonnement, ce sera quoi à peu près le prix? Ça, Moins c'était de un 10 très euros, grand débat. moins de 20 euros, même si tu ne donnes pas le prix complet. Non, Mais non, non, non. attends, avant que tu répondes, parce qu'en vrai, c'est une vraie question. Ouais. Combien les gens sont prêts à payer à l'ère de l'information gratuite? J'en parlais encore récemment, je te dis, avec 0x Segri, mais c'est un sujet dont on discute très souvent. Les groupes d'investissement, les groupes d'alpha, les pages YouTube payantes, etc. Alors que tout est gratuit aujourd'hui, tu te dis pourquoi je vais payer? Donc, tu peux payer soit pour faire un don, pour soutenir, tu peux payer pour débloquer un contenu exceptionnel, mais dans ce cas-là, combien tu es prêt à payer? Tu peux payer pour une formation, mais en même temps, tu as plein d'infos gratuites. Bref, le fait de demander de payer dans la crypto, c'est un sujet qui est très sensible pour les créateurs de contenu, pour les médias, pour tout ça. Bon, donc au moment où vous décidez de dire, OK, cet abonnement, il va être à ce prix-là, vous prenez un risque par définition, puisque soit c'est trop cher et personne ne va acheter, soit ça n'est pas assez et c'est con, vous auriez pu demander un peu plus. Ça a été un vrai sujet, Ouais. j'imagine. Est-ce que c'est arrêté le prix ou vous êtes encore en égo? C'est arrêté, mais encore ce week-end, j'ai dit à Artem, putain, en vrai, on peut changer, non? Non, À non, la mais hausse, je sais pas si c'est arrêté. tu veux monter. Euh, je voulais monter, mais bon. En gros, en Vous fait, allez faire quoi? Une offre pour les 100 premiers, pas trop cher, ouais. après ça monte? C'est quoi? Il y a une stratégie marketing un peu?
Ouais, en fait, on va faire des offres clairement pour des communautés. D'ailleurs, bah, ceux qui écoutent, il y aura des offres où on va essayer de récompenser aussi un peu les gens avec qui on travaille ou qu'on a déjà travaillé, qui sont des influenceurs entre guillemets, en tout cas qui gèrent des communautés pour que eux puissent faire passer aussi des abonnements à prix réduit pour leur communauté. Donc on les sélectionne, on est encore en train de les sélectionner. Tu recevras probablement un message très prochainement. Euh, voilà, donc on va faire ça comme ça parce que C'est intelligent. on sait que ça permet aussi de récompenser un peu ces personnes-là, potentiellement peut-être de leur partager un peu des revenus qu'on génère et bah, d'offrir des prix de réduction pour leur communauté. Et ouais, ça a été un grand, grand, grand sujet du prix parce que, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, c'était tu sais, toute notre discussion d'il y a à peu près 1 heure maintenant, qui était qu'il y a beaucoup de contenu en IA, il y a beaucoup de contenu à peu de valeur ajoutée. Et en fait, aujourd'hui, oui, l'info est gratuite en ligne, mais quelle info? Tu as des médias qui se revendiquent en disant: «Nous, on fait de l'info gratuite, voilà, vous n'avez pas besoin de plus». Oui, mais qu'est-ce que tu apportes? C'est-à-dire que tu vas faire la même chose que tous les autres. Tu vas prendre du contenu qui est, d'actu, qui vient déjà d'un site internet, tu vas le condenser en 3 phrases et tu vas le mettre dans ton site ou dans ta newsletter ou dans quoi que ce soit. OK, trop bien. Mais ouais, moi, j'aurais pas envie de payer pour ça. Par contre, je suis prêt à payer si le contenu que tu me proposes, il est disponible nulle part ailleurs. Si tu regardes ce qu'on a fait sur Hawk Research, tu trouveras aucun article qui est disponible ailleurs. La thèse d'investissement sur Hyperliquid, oui, il y en avait d'autres qui l'avaient faite avant et d'autres qui l'ont fait après nous. Mais tous les articles qu'on fait, ces articles où on se prend la tête avec Artem à se dire, mais là, on peut faire un truc là-dessus, c'est trop intéressant. Et on part de zéro, il n'y a rien, j'ai zéro source pour faire mes articles et je suis le premier à le faire. Et c'est ça qui fait qu'on est apprécié, c'est qu'on crée du contenu qui est original. Et ça a de la valeur. Ça, les gens pourraient être prêts à payer pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un prix à cet abonnement-là, déjà. Et ensuite, maintenant, on s'est posé la question de, bon, bah, c'est quoi un peu les prix du marché? Tu as des gens qui lancent des newsletters avec une newsletter par semaine pour 10, 15, 20 euros par mois parfois, juste pour avoir une newsletter par semaine. D'accord? Et à partir de là, je me suis dit, bah ouais, mais si nous, on met notre prix dans ces eaux-là, les gens vont se dire, bah ok, ça vaut l'équivalent d'une newsletter, ça doit pas être terrible, terrible. Par rapport à la qualité de la plateforme, la qualité de ce qu'on va essayer de proposer, voilà, on a essayé de trouver un truc qui était au juste milieu entre pas être un Messari non plus à 150 euros par mois ou un Blockworks Research à 350 euros par mois. On reste dans un truc raisonnable, mais c'est autour des 30 euros par mois, 35 euros par mois, en gros. Ça sera dans ces eaux-là, le prix de base, et on le réduira avec les pourcentages de réduction. Parce que, ouais, on voulait pas faire un truc trop abusé, mais en même temps, quand tu vois que tu as des newsletters ou des groupes payants où il n'y a pas grand-chose dedans qui se vendent à 20 euros par mois, je me dis qu'on ne peut pas se mettre à ces prix-là non plus, tu vois. Mais ça a été un grand, grand, grand débat et je ne sais absolument pas d'ailleurs si aujourd'hui on vise correctement, si on est abusé ou pas. J'espère que C'est ça la somme correspond à par ce que les mois, gens ça? sont prêts à mettre. À Mais l'entour de 30 balles par mois? mm, Ouais, ok. ouais. Ok, bah écoute, de toute Avec façon, paiement en crypto, avec réduction si tu payes à l'année en crypto d'ailleurs, tu payes 10 mois au lieu de 12 si tu payes ouais. en crypto et tout, donc voilà. Non, mais c'est un pari intéressant. Écoute, j'ai pas d'avis. Enfin, j'ai un avis, mais je vais pas le donner. Déjà, je vais attendre l'annonce officielle. Et puis mon avis, il sera pas pertinent parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas été sur Hawk et que je suis voilà. Mais en tout état de cause, ce que je vois, c'est que c'est un risque important quand tu as travaillé pendant 18 mois à proposer du contenu gratuitement et de passer du gratuit au payant, c'est un parti pris qui est risqué. Maintenant, ce que tu nous dis, si j'ai bien compris, c'est que le contenu auquel on a l'habitude, il va continuer d'être fait Ouais. gratuitement, donc ça ne change rien. En revanche, pour avoir ce complément d'informations, d'analyse, voire de recommandations. Ça, par contre, ça va être payant aux alentours voilà, d'une trentaine d'euros par mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus dans ces eaux-là. Ok, non, c'est intéressant. De toute façon, comme je disais, soit tu le fais pour soutenir les créateurs parce que tu sais que tu en as besoin et que tu n'as pas envie de tomber dans un truc qui est soit full OS, soit full IA, pour résumer. Hein. Mm. Soit tu le fais parce que tu te dis que 300 balles à l'année,
avec un bon take venant de vos expertises, tu le gagnes en 2 secondes sur un bon move, un airdrop, un Ouais. trade, etc. Donc, soit tu fais ce raisonnement mathématique, j'investis 300 dans un média, dans une information, et derrière, j'en retire 1000, bah donc à l'année, j'ai gagné. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens sans doute qui pensent comme ça. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles ça va marcher. Il n'y a pas de. Voilà. Et après, voilà, la question, c'est comment ça va être accueilli par les Français, d'abord, parce que c'est la Mm. socle de votre audience. Et après, ce sera intéressant d'en parler dans quelques mois sur l'accueil, soit sur la cible anglo-saxonne, sur la cible française, et d'en tirer peut-être des conséquences. On en reparlera avec Ouais. plaisir. Mais c'est intéressant ce que tu dis et tu sais que, en fait, donc oui, on veut absolument garder ce qu'on fait actuellement va rester gratuit. C'est que du nouveau qui deviendra payant. Ça, pour le coup, on voulait absolument pas, déroger à ça. C'était très important et après, en fait, ce qui est marrant, c'est que côté anglophone, les gens, quand on leur présentait Oak Research, quand on parlait avec les gars de The Block, avec des projets, avec des enfin, tous les gens avec qui on discutait, ils me disaient, mais ça, c'est gratuit là. Genre, votre thèse d'investissement sur Hyperliquid là, dans laquelle vous donnez littéralement, il est à 13 $, vous dites, il va monter aux alentours des 50 $ soon. Ça, là, vous l'avez donné gratos. Ouais, bah, parce qu'en France, faire payer pour de l'info, c'est pas toujours bien vu. Mais les gars me disaient, mais vous êtes complètement con en fait. Et à un moment, on s'est dit, bah oui, quand tu fais de l'info de qualité, tu peux être rémunéré pour ça, tu vois. Donc là-dessus, je pense pas qu'on soit en train de faire quelque chose qui soit contre nature ou quoi que ce soit. Ça me semble être logique ce qu'on fait. Maintenant, ça nous donne aussi encore plus de responsabilités et d'envie de produire du bon contenu. Et aussi, ce qui nous rassure, c'est que depuis le début de l'année, depuis qu'on a lancé Hawk Research, on a parlé de quelques projets. On a parlé de Kaito en premier. Le cours du Kaito, il a pas mal pump. Moi, j'ai parlé d'Hyperliquid depuis l'airdrop. Je pense que c'est un des meilleurs retours sur investissement. On a parlé de Maple, qui a fait x5 entre le moment où on a fait notre premier article dessus et aujourd'hui. On vous a parlé de Ethena, qui est aujourd'hui, tout le monde, ça semble évident à tout le monde de parler d'Ethena. Quand on en parlait au début, on était les seuls à en parler dans le CTFR. On a littéralement amené le sujet d'Ethena sur le CTFR et aujourd'hui tout le monde en parle. Mais ouais, ça parle de là. On a parlé de Euler, on a parlé de Fluide. Alors voilà, après dans les autres projets dont on a parlé, bon, il y a eu BitTensor, qui n'était pas forcément aujourd'hui le meilleur succès des projets dont on a parlé. Il y a eu aussi quelques échecs, tu vois. Mais là, ce que je viens de citer, c'est la quasi-totalité de ce dont on a parlé. C'est on a parlé du fee switch de AAV, de Ethena et tout ça très en avance. Normalement, tout ce qu'on a donné en vrai comme contenu, on s'est posé à Cartel, on s'est dit, est-ce qu'on est vraiment légitime à faire ça, tu vois? Est-ce que c'est nous dans la tête, on pense qu'on est bon, mais en fait on est mauvais? Non, Hmm. à chaque fois, on a plutôt bien géré les choses. Donc on se dit, si on arrive à continuer à faire comme ça, on va forcément apporter de la valeur aux gens, donc ça va forcément leur rembourser au moins leur abonnement. Parce que voilà, après ça veut dire qu'il faut qu'on continue évidemment à être bon, tu vois, mais ça Et nous les donne la motivation et performances l'envie de le passées faire. Bien préservent sûr, pas des exactement. performances futures. C'est Euh, exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Donc, tu es quand ouais. même obligé de continuer à vouloir être bon, mais avec ce qu'on a fait par le passé, on estime qu'on a quelque chose à apporter. Mais voilà, après, ça nous fout la pression aussi de se dire, putain, les gens, s'ils mettent de l'argent dedans, il faut vraiment qu'on soit capable de délivrer, quoi. Et Mais alors après, bon, délivrer, bien sûr, même s'il n'y a pas, j'imagine et j'espère, de véritables conseils en investissement et que chacun est libre bien sûr, de vous croire, d'aller diversifier ses sources, pardon. Et c'est important aussi, voilà, de ne pas fonder ses décisions sur un média. ouais, bien Quand je sûr. dis média, c'est un créateur de contenu, un podcast, un blog, etc. Mais vraiment de vous faire votre opinion et à la fin, le seul responsable, c'est vous, sauf si quelqu'un il vous a menti. Mmh. Voilà. Mais bon, là pour le coup, on peut au moins vous accorder à Artem et à toi que vous êtes des personnes de bonne foi. Après, tu l'as dit, hein, il y a des erreurs, il y a des bons coups. Et puis voilà. Mais c'est vrai que quand tu fais la liste, c'est pas mal. C'est un beau track record, on va dire. Ouais. Non, mais ça va. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ok, bah écoute, on va suivre ça. Merci pour l'alpha, entre guillemets. Et puis, eh ben, comme je t'ai dit, voilà, n'hésitez pas, on en reparle dans l'émission bientôt, savoir comment ça a été accueilli, parce que ça va te dire quelque chose aussi d'une partie de l'audience sur Mmh. une certaine part, d'aucuns diraient, d'ingratitude.
pour lequel la commu peut-être pense que tout leur est dû gratuitement. Et peut-être aussi une surprise où certains vont se dire non, non, on a besoin de soutenir nos créateurs qui font ça depuis des années. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez contribuer à GM Web3. Non, mais c'est vrai, c'est des sujets qui reviennent systématiquement parce que si vous voulez garder une certaine indépendance, vous voulez continuer à consacrer des heures durant à proposer un contenu qui plaît aux gens, bah, ces créateurs-là, que ce soit moi, toi et plein d'autres, évidemment, il faut les soutenir. Alors, ceux qui peuvent, bah, ils peuvent envoyer 5 ou 10 ou 20 balles ou 30 balles. Et ceux qui ne peuvent pas, un like, un commentaire, un partage, ça ne coûte rien, mais ça nous aide énormément et ça nous motive aussi à continuer à faire ce qu'on fait parce qu'en vrai, on le fait pour vous. Parce que nous, c'est ce que je dis tout le temps, cette discussion, Lilian, on aurait pu l'avoir tous les deux dans un café à Paris. Mais si on a décidé de la faire en live, c'est pour la partager au plus grand nombre et chacun puisse en retirer finalement ce qu'il en veut. Donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet, merci beaucoup, Lilian, d'être venu partager ton parcours. Et ouais, bientôt 2 heures. On ne se rend pas compte, hein, ça passe vite. Merci à toi. Hein. Bah, c'est un vrai plaisir. Cool. On se dit à bientôt. Il y a des événements dans lesquels on se croisera, bien sûr, dans la vraie vie. Et puis, je continuerai bien sûr à suivre Hawk, à vous donner de la force comme je peux parce que voilà, vous êtes des gars honnêtes. Et donc, bah, ça c'est gentil. D'être mis en avant. C'est gentil. Je t'enverrai un message aussi pour le code, etc. pour la communauté si ça t'intéresse en tout cas. Et non. Ça m'intéresse. Et puis évidemment qu'on va partager ça avec la commu. Et puis on va vous pusher parce que ça nous fait plaisir. C'est trop gentil. Mais ouais, c'était trop cool. Franchement, j'ai passé un bon moment. T'as eu raison de m'inviter. C'était vraiment trop cool. À bientôt, Lilian. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Ouais. Ciao. Ciao, ouais. Bien, cette émission est terminée. Il n'y a pas de deuxième partie cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un numéro dédié à Multiversix avec 2 invités, Project X et Vini. Donc, il y aura de l'amour et de la haine pour Multiversix. Donc, ça va être intéressant. Sachez que ces émissions-là, elles sont en anglais. Elles portent sur l'écosystème Multiversix, mais elles en disent davantage parce que les problèmes que rencontre cet écosystème, eh bien, ils sont connus dans d'autres écosystèmes. Donc, nous les analysons par le prisme de ces exemples-là, mais en vérité, on pourrait les retrouver dans bien d'autres. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi matin pour un numéro en français avec Raphaël Potard. On va parler de Crypto France, on va parler de Crypto Tour, on va parler de Cryptosphère, on va parler de tout ce qu'il fait en ce moment à seulement 22 ans. GM Web Free, ce sera toutes les 2 semaines finalement, parce que ça me prend trop de temps à organiser. Donc la semaine prochaine, GM Web Free sur des sujets plus politiques, plus de société, plus d'actualité. J'ai déjà plein de sujets dont j'ai envie de parler avec vous, mais le rythme de 2 fois par mois est plus facile. Voilà, pour ne rien vous cacher. Je vous souhaite à toutes et toutes de passer une bonne journée. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir, soit en vous abonnant, en relayant, en likant, en mettant la cloche sur YouTube, etc. Soit en nous faisant un don en euros ou en crypto. Vous trouverez tous les liens en description de la vidéo dans le bento. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.